Move. 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 Tous les jeudis. 19h, 21h. 19h, 21h. Tunnel. Tunnel. Le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et bonsoir, nous sommes le 18 avril à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Trêve de vous dire ce que j'ai adoré ou détesté cette semaine comme toutes les semaines, même si vous pouvez en être sûr, parmi ces émotions figure tout ce que j'ai pu manger, lire, dormir ou vivre comme péripéties au gré des trains depuis ou vers Bruxelles et le Sud, ou dans le métro parisien. Mais cette semaine, surtout, j'ai décortiqué. Vous le savez, j'ai placé une grosse partie de mon travail de ces dernières années sur le terrain des luttes féministes. Et j'en conserve la certitude que ce mot qui fait trembler parfois, alors qu'il désigne juste la volonté d'une égalité entre hommes et femmes en tout point, dans le droit et dans les faits. Cette volonté d'abolir le sexisme donc sert tout le monde, car nos rôles nous enserrent, pire encore nous enferment. Et c'est insidieux. Vous ne voyez pas de quoi je parle ? Je crois très fort que le monde irait bien mieux si la société tout entière donnait pleinement, ce qui signifie sans jugement, aux femmes le droit à la colère et aux hommes celui aux larmes, à la sensibilité, à la subtilité, aux failles, bref, le droit de considérer normales les émotions qui, parfois, c'est le propre de l'être humain, des aléas et des drames, les étreignent. Qu'est-ce qu'être un homme maintenant ? Pour explorer cette question, j'ai redécouvert pas mal de choses, explorant les 4 coins d'Internet et du champ des opinions possibles, des théories les plus fumeuses aux références les plus cryptiques, et écouté en boucle de nombreux auteurs parler au micro de Victoire Toyon pour les couilles sur la table par Binge Audio, notamment de politique et d'effets de bande. Puis voyant qu'évidemment mon cerveau seul qui se fait des deux ne suffisait pas, j'ai décidé de réunir autour de moi une tablée éclectique pour en discuter sur cette question de ce que c'est qu'être un homme, est-ce qu'on peut être un homme et comment est-ce que tout cela évolue actuellement. Jessé, tu es acteur et le grand public te voit pour la première fois sur grand écran en 2012 dans le célèbre film Les Infidèles. Puis tu montes sur scène comme comédien pour la première fois en 2016 dans une pièce de Laurent Ruquier, avant d'écrire, tout en nous faisant marrer sur Instagram, ton seul en scène message personnel qui se poursuit sans discontinuer au Théâtre du Marais, puis actuellement en tournée. Qu'est-ce qu'il raconte au juste ce message personnel ? Je crois qu'il raconte le trajet d'un homme, tu disais ça dans ton intro, et comment est-ce qu'on est un homme dans une famille de paysans, tout en étant homo, harcelé, et tout en ne connaissant pas son propre père, parce que je ne connais pas mon géniteur. Donc je crois que c'est le trajet d'un homme dans les vicissitudes de la vie. Je crois que ça raconte ça surtout. Et qu'est-ce que ça veut dire de venir raconter des choses aussi profondes, inlassablement, soir après soir sur scène ? Est-ce qu'il y a un but ? Ouais, il y a un but. J'ai toujours cette image de vouloir planter une graine dans le cerveau des gens à la sortie du spectacle en se disant qu'un jour, peut-être, si on continue de l'arroser, cette petite graine, elle deviendra un arbre qui portera ses fruits. Et peut-être que je pourrais, à mon tout juste niveau, changer un peu la manière de penser en sortant de mon spectacle, en s'interrogeant sur des sujets qui nous seraient peut-être pas venus naturellement. J'essaye en tout cas. Mais bienvenue dans Tunnel en tout cas, Jessé. Swan Périssé, tu es stand-upeuse, militante féministe et écologiste. Tu as démarré le stand-up juste après tes études et après bien des pérégrinations, notamment dans ta caravane prénommée Tatiana, tu es remontée sur scène pour Calme, un spectacle sur la colère, d'abord au Palais des Glaces puis en tournée partout en France. Tu enregistres aussi 2 fois par mois, il y a plus de saison, un podcast écologiste, toujours sur scène, que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming. T'arrives à concilier tout ça ? Oui. Très bonne question. Oui, j'arrive à dors. concilier tout ça. Je dors pas beaucoup. Je sors d'une terrible angine, là, d'ailleurs. Mais ouais, j'y arrive très bien. Je suis portée par la ferveur de tous ces sujets dont j'ai envie de parler et surtout l'envie de faire rigoler sur ces sujets, même s'il y a des couches de sujets plus profonds derrière les blagues. Et ce sujet justement de la colère, j'en parlais en intro, qui est plus communément réservé aux hommes sous peine d'être traité d'hystérique, etc. Alors qu'un homme en colère, on va plus dire qu'il a de la poigne souvent. Ces prises de parole finalement qui sont assez féministes, même dans ce que tu peux faire sur Instagram, tu viens sur des terrains habituellement perçus comme masculins et ça se voit dans les commentaires d'ailleurs, que ça en hérisse certains. Ça, l'écologie, est-ce que ça répond aux mêmes besoins d'expression ? Oui, je pense que oui. En fait, ma création, je me suis rendu compte qu'elle partait toujours de mes émotions, donc soit de la tristesse, du chagrin, mais la plupart du temps, c'était de la colère. Et donc, je vais sur scène justement pour expliquer que j'ai toujours cru que cette colère, c'était un problème personnel, qu'il fallait que je soigne. D'ailleurs,
pendant tout le début du spectacle, je dis j'ai un problème de colère, on dit que j'ai un problème de colère, et au fur et à mesure, j'explique que la colère, ça peut être aussi de l'indignation politique, de pas avoir envie de se faire piétiner par le système. Et donc forcément, l'écologie, elle est liée au féminisme. D'ailleurs, on le voit dans mon public, hein, c'est beaucoup des gens qui sont sensibilisés par ça. Je me moque gentiment d'ailleurs des hommes hétérosexuels blancs de plus de 50 ans qui sont là et qui sont ravis d'ailleurs, mais qui sont complètement surpris de voir cette femme farfelue qui s'agite dans tous les sens en disant qu'elle en a marre qu'on lui dise de se calmer, quoi. Et je parle, ça m'a touché ce que tu as dit au début, je parle aussi de la difficulté pour les hommes d'exprimer leur chagrin, leur tristesse ou leurs larmes. Je parle de quelqu'un qui me dit qu'il a une super technique, un mec qui a une super technique pour gérer son chagrin. Il attend les enterrements et il lâche tout. Et je dis, mais si personne ne meurt, et il me dit, il faut être patient. Et je me dis, voilà, c'est terrifiant, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que je souffre, qu'on censure ma colère, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, qu'on censure leur chagrin et leur vulnérabilité. Mais merci beaucoup et bienvenue Swan dans plaisir. Tunnel. Je me permets de dire que je reprends au théâtre Édouard VII le mardi et le mercredi à 19h à partir du 14 septembre 2024. Génial, Ouais, super c'est cette génial, salle, merci bravo beaucoup. ma puce. Mais là, franchement, sur le plateau qu'on a, ça écume toutes les salles de Paris, petites, grandes, c'est formidable. Romain à ma droite. Romain, tu commences comme mannequin et comédien dans ton adolescence, puis styliste entre Paris et Anvers, parce qu'on le rappelle pour nos amis français, on ne dit pas Anvers, on dit Anvers, entre la France et la Belgique donc. Puis tu participes à la relance du cabaret Madame Arthur. Puis tu joues le rôle principal dans le film Les Crevettes pailletées en 2018. Début donc d'une carrière au cinéma. Et donc maintenant tu joues ton premier seul en scène, Romain Brault allume les étoiles, performance artistique qui vient revendiquer le travestissement comme une performance au-delà du genre au cabaret Madame Arthur. Absolument. Que Bonsoir. transmet ce spectacle ? Ce spectacle, écoute, je l'ai écrit avec un ami qui s'appelle Nicolas Boilamy. Et on avait envie de créer un vrai repère que nous, on n'avait pas eu quand on était enfant. Moi, quand j'ai grandi, je me trouvais complètement ovniesque. Et je ne savais pas trop où me rattacher et qui je devais regarder pour comprendre que je n'étais pas seul. Et que mon rapport avec mes parents était quand même assez abstrait à cet âge-là. Et j'avais besoin de comprendre qui j'étais. Et je n'ai pas réussi. Donc j'étais dans le flou abstrait total jusqu'à assez tard, jusqu'à peut-être 20, 21 ans. Et avec ce spectacle, j'avais envie de donner un repère pour les enfants, mais aussi pour les parents, créer un langage pour peut-être mettre la main sur une épaule ou une tête et dire tu es magnifique, ça va être génial, on va t'accompagner. Et juste faire comprendre que la différence est une chance et comme une espèce de vitamine avec des super pouvoirs et pas quelque chose qui devrait être montré du doigt. Donc c'est un spectacle assez introspectif qui fait un voyage dans le temps. On part du primaire jusqu'à aujourd'hui et se découvrir de ma féminité, de comment est-ce que je gère mon image d'homme et de femme en même temps. Je pense qu'on va en parler dans l'émission. Et donc voilà, donc pour moi ce spectacle c'était merveilleux de pouvoir aussi rencontrer le public et de chanter, rentrer dans leur regard, m'asseoir sur eux, les prendre dans mes bras, de les faire rire, de les faire pleurer, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie. Et bon, après je suis un artiste qui est assez foutraque et assez foufou, donc j'avais besoin aussi d'embarquer le public dans une espèce de liberté, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit esthétique, qu'elle soit juste bruyante. J'avais envie de leur donner confiance en eux et de les prendre par la main et de les amener vers le meilleur de eux-mêmes. Mais quand on se sent ovni, en plus, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir une mosaïque de pratiques artistiques comme ça, qui permettent petit à petit aussi de dire qui on est et tout ce qu'on peut être, surtout. J'ai la chance de faire du costume, je suis comédien, je suis chanteur maintenant, j'ai pris énormément de cours, j'essaie vraiment de me perfectionner dans tout ça. J'adore faire des décors, donc venant des Beaux-Arts, j'avais besoin de mettre tout ça sur scène et je pense que faire de la scène, c'est le meilleur truc qui puisse m'arriver pour moi. Eh bien, bienvenue Romain. Merci. Dans Tunnel. Greg, ta carrière a commencé loin de nos frontières. Fort de décennies d'entraînement et de combat, tu es devenu champion de MMA, parvenant à battre de redoutables adversaires à travers le monde. Ce sport, légalisé récemment en France, tu l'as pratiqué avec une quête constante de perfection et tu as grandement contribué à le vulgariser ici à travers ta chaîne YouTube et ton livre paru en 2021. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette discipline, donc le MMA, qui en mêle tant d'autres ? Bonjour, oui, le MMA c'est un acronyme qui veut dire Mixed Martial Arts. Donc ça regroupe plusieurs sports de combat et voilà, les règles sont assez minimes. Les combattants s'affrontent dans une cage et voilà. Le but c'est de mettre KO son adversaire ou de le soumettre avec une clé ou un étranglement. Donc voilà, ça a été légalisé il y a peu de temps en France, donc j'en suis ravi.
Et c'est pour ça dire que je remonte dans la cage, notamment au Zénith de Paris le 2 juin. Tout à fait. Tu te prépares à ce gros Zénith, à ce gros combat au Zénith le 2 juin. Il y a combien de personnes à peu près qui viennent voir ce type d'affrontement ? Alors quand c'est moi, il y en a beaucoup. Donc la dernière fois, on était 5000. Donc c'était plein. Et puis là, on va le re-remplir pour affronter un jeune Serbe de 29 ans. Et je vais être là-bas pour le mettre KO, je pense. Et c'est un jeune Serbe qui en plus a fait beaucoup de combats. Il m'a semblé dans ce que tu as pu nous dire, une vingtaine de combats. Voilà, une vingtaine de combats pro. Et voilà, il est très actif. Et voilà, je suis très content de revenir dans la cage. C'est toujours des émotions intenses. Et le public qui me porte et qui m'encourage, c'est toujours un plaisir. Et les combats, là je pose vraiment les questions, même c'est ma curiosité perso, parce que c'est pas forcément un univers que je connais. C'est quel profil les combattants MMA en général ? C'est des gens qui sont arrivés de tel ou tel sport et qui se sont mis à ce mix après, ou quel type de personnes on rencontre ? Eh bien, bon, il y a une dizaine d'années, c'était plutôt des spécialistes qui venaient combattre dans des règles de généralistes. Et aujourd'hui, voilà, il y a des clubs qui sont spécialisés dans le MMA. Donc, on y retrouve de la lutte, du sol et de la boxe. Donc, tout mélangé dans un cours. Et aujourd'hui, bon, on a des athlètes qui sont complets tout de suite. Donc, ça a changé la physionomie des combats. Mais ça reste un sport passionnant. Mais merci beaucoup Greg pour ta présence. Donc ce soir, vous l'aurez compris, on va parler de ce que c'est qu'être un homme, tout simplement, dans Tunnel sur Move. Et tout de suite, on écoute Eddie de Pretto. Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez. Je suis ce soir avec Greg MMA, Romain Brault, Swan Périssé et Jessé pour parler de ce que c'est qu'être un homme. Et on va commencer très simplement, comme très souvent, avec une question digne d'une dissertation de philo qui vous rappellera vos plus grands traumas scolaires. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un homme ? C'est dur cette question, de la oui. définir comme ça. Être un homme, je sais pas, c'est peut-être accepter tout simplement qu'on ne peut pas être qu'un homme, qu'on est aussi un peu une femme, et que quand les femmes aussi pourront admettre aussi qu'elles ont une part de masculinité et de féminité, et quand les hommes admettront qu'ils ont une part de masculinité et de féminité, peut-être qu'on pourra avancer. Pourquoi on me regarde moi, je pense que c'est Greg qui doit répondre à cette question. Non, en plus. Oui, bah, ta réponse, elle est pas mal. Mais bon, après, est-ce qu'un homme, bon, déjà, d'un point de vue biologique, c'est un XY. Et après, bah, ce qu'on a dans le cerveau, ça va évoluer selon les personnes. Et comme tu l'as dit, on a tous en nous des traits plus ou moins féminins ou masculins. Mais après, il y a des gens qui vont nous dire bah non, il n'y a pas de spécificité à la femme, il n'y a pas de spécificité à l'homme. Bon, bah, a priori, tu penses que oui, non ? En tout cas, peut-être des spécificités déjà biologiques, tout simplement. Oui. Mais ensuite, est-ce que le comportement, quand on évolue, n'est pas juste une construction patriarcale, et que si on n'était pas dans cette société, ces différences biologiques, elles ne se verraient pas tant ? Je sais pas. Oui, je pense que c'est l'un qui nourrit l'autre et inversement. Donc, ouais. C'est sociétal et biologique. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il faut vraiment écouter les couilles sur la table dont tu parlais. C'est vraiment des heures et des heures d'enquête qui sont très intéressantes sur qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin. Voilà. Après, moi, mon sentiment, ou en tout cas ce qui nourrit ma comédie, ça va être forcément sur des stéréotypes masculins ou féminins. Et je dirais que ce qui prédomine, c'est que les hommes, en tout cas dont je me moque avec beaucoup de bienveillance, c'est des gens qui vont réprimer 100% de leurs émotions, enfin 99% de leurs émotions, jusqu'à ce que ça sorte en colère. Et mais c'est parce que tu appelles terrifiant. justement la masculinité toxique. Oui, alors, c'est pas comme ça que je la définis, mais moi j'essaie toujours de pas dire les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, mais toujours de partir de remarques que j'ai entendues, donc de violences sexistes et sexuelles que j'ai subies, de choses hallucinantes que j'ai vécues dans ma sexualité ou des trucs comme ça. Donc je pars toujours, c'est plus facile, de phrases que j'ai entendues, de choses que je trouve aberrantes ou de choses qui m'ont fait souffrir tout simplement. Et donc en tant qu'humoriste, mon rôle, c'est pas de définir ou pas ce qu'est un homme, mais en tout cas de partir de choses que j'entends toujours et un peu trop souvent, qui en disent long sur la société patriarcale. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a une différence à faire. C'est pas moi qui l'a fait, c'est Bell Hooks dans son ouvrage justement elle interroge ça, ce que c'est qu'être un homme. Et je crois qu'il y a une différence à faire entre la masculinité et la masculinité patriarcale. Et je crois que ce dont tu parles, c'est la masculinité patriarcale qui empêche les hommes de parler de leurs émotions, de les accepter et qui du coup les déclenche en colère. Mais justement, qu'est-ce que vous avez l'impression, même en grandissant, qu'on a pu vous mettre sur les épaules aussi, qu'est-ce que la société attend en fait d'un homme ?
Parce qu'il y a aussi ce qu'on attend de soi-même et ce qu'on vient La se mettre virilité, comme je crois. pression. Ouais, voilà. Mais Je crois que le premier qu'est-ce que truc. c'est la virilité que la société attend que vous performiez et que vous mettiez bien en application? La virilité, c'est assumer sa place dans l'espace public, c'est ne jamais s'excuser, c'est avoir un espèce de chose qui fait que je suis un homme et que j'ai toute ma place ici sans jamais demander la permission. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais dans le métro et que j'avais accroché mes rollers sur mon sac à dos et que je me rendais pas compte de la place que je prenais dans l'espace public. Donc je me tournais à droite, je cognais quelqu'un, je me tournais à gauche, je cognais quelqu'un. Et donc à un moment je dis oh là là, mais tout à coup je me suis sentie comme un homme hétérosexuel blanc cisgenre. J'étais vraiment là genre c'est pas de ma faute si vous prenez mes rollers dans la tête. Écoutez, je suis là, c'est pas de ma faute si mes rollers prennent de la place, vous avez qu'à vous décaler. Donc bien sûr je me suis fait insulter pendant des mois à propos de cette vidéo, mais ça me fait rire d'être avec Greg aujourd'hui qui n'a pas vraiment mon gabarit. Moi je mesure 1m53 et Greg est immense, etc. Donc voilà, ça me rappelle cette blague que je faisais. Mais après être un homme, c'est effectivement imposer ce que Nietzsche appelait son comment ça s'appelle ça, sa puissance, je veux dire, mais ça veut pas dire être mal poli, tu vois. Ça c'est être éduqué, et si un homme il veut prendre de la place sans être éduqué, voilà, ça c'est un con. Donc il faut différencier ce qu'est être un homme et puis ce qu'est être un homme bon avec des valeurs correctes, tu vois. Comment tu définirais justement la notion de puissance? Parce que je pense que c'est un mot qui peut avoir plein de définitions. Ouais, c'est arriver à mettre en œuvre son plein potentiel sans nuire à autrui. Donc ça, on oublie souvent la seconde partie de la phrase, sans nuire à autrui. Donc on essaye de... Bon, l'homme masculin aime dominer son environnement, mais il faut le préserver. Donc là, on l'homme retrouve... masculin patriarcal. J'aimerais vraiment faire la différence parce que l'homme masculin en soi, non. C'est vraiment, je pense, l'homme patriarcal qui aime dominer. Donc tu veux dire que si tu sortais l'homme de la société... Oui. L'homme en soi, il n'est pas ça. foncièrement dominant. C'est une construction sociétale, la domination par l'homme. Si on avait appris aux femmes qu'elles pouvaient dominer, elles seraient tout aussi dominantes. Non, mais on leur a juste pas laissé l'opportunité. Les femmes cherchent à dominer, mais autrement. Peut-être que l'homme, il essaye de dominer par la force physique. Peut-être la femme un peu plus par l'intellect et la ruse, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais je crois que c'est vraiment une construction du patriarcat. Je pense que c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'acquis. On est en train de réécrire Machiavel, là. La domination, elle est propre à l'homme avec un grand H, pas à l'homme avec un petit H. On veut plus de ressources, on veut plus de pouvoir, et c'est tout à fait légitime. Oui, mais tant les hommes que les femmes, je pense. C'est vrai que c'est très Machiavel. À quel moment on peut se sentir... et je me tourne peut-être vers vous, Jessé et Romain, par rapport aux thématiques de vos spectacles respectifs. Est-ce que vous vous sentez homme? Est-ce que vous vous sentez bien homme, bien dans la peau d'un homme? Enfin, toutes ces questions relatives à la masculinité. Moi, pas du tout. En tout cas, j'ai décidé de ne plus me sentir homme et de ne pas vouloir me sentir femme. Et de quoi est-ce que tu t'es affranchi à ce moment-là? Mais j'ai décidé d'être moi, en fait. C'était une espèce de liberté et d'honnêteté envers moi-même. Tous ces mots qui m'ont vraiment gâché mon enfance. Être masculin, être dur, être courageux, tous ces trucs qui sont liés à être un chevalier, à être un héros, ça me gonflait. J'avais envie d'être juste ma propre héroïne. Et moi, je ne voyais que par les formes des femmes et par la volupté que tout le monde féminin pouvait représenter. C'était mon guide. Et en fait, j'avais envie d'être moi, petit garçon, dans ce monde féminin et féminisé. Mais à aucun moment, aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que ça fait d'être homme ou est-ce que tu te sens femme, c'est des questions qui me gonflent. Là, vous parlez de choses, j'essaie de pas trop écouter parce que ça va fuser dans mon cerveau et ça me rend dingue. J'ai juste envie d'être libre et de naviguer un peu partout. Et toutes ces définitions, elles me polluent mon existence. Et j'ai vraiment envie d'être honnête avec moi-même et de pas me poser de questions. Et quand je me lève le matin, je m'habille comme je veux, je dis ce que je veux avec toute la bienveillance et l'amour du monde. Et j'essaie d'être assez peace dans tout ça, en fait. Au-delà justement de toute considération. Ah ouais. De tout cas, après, c'est bien de réfléchir, j'adore. Hein, là, tu vois, on nous a posé une question. Oui.
Mais sinon, la question, effectivement, n'a pas trop de sens. Ouais. Le but, c'est être soi-même. Et que si tu t'épanouis en étant toi-même, les gens n'ont rien à dire de toute façon. Bien sûr. Ils doivent t'accepter. En et plus, puis, quelqu'un d'heureux ne peut que oui, donner oui, un beau message. absolument. Et, Mais vu qu'on nous a posé une question, on essaie d'y répondre. Tu vois. faites comme moi, n'y répondez pas. T'as critiqué nos réponses, genre. Et puis, puis je balance la musique, quoi. Puis on se met 2 heures de Ou tu chantes. C'est déjà fait. Toi, par rapport aussi à la construction qui est assez intéressante, on va y revenir, hein, mais la construction aussi géographique, parce qu'en milieu rural, c'est peut-être pas aussi la même chose. Alors moi, j'ai jamais vécu justement la masculinité comme quelque chose de compliqué de par là où je suis né. Ouais. Parce que je suis né dans une famille déjà profondément ancrée à gauche, éduquée et vraiment qu'on pourrait appeler intellectuelle. Et moi, je me réveillais le matin avec France Inter et Télérama sur la table du petit-déj. Et donc, ça n'a jamais été un problème, soit mon homosexualité ou la façon d'être un homme. En revanche, moi, dans ma construction personnelle, ça m'a jamais dérangé d'être un homme. Je me suis toujours senti homme et j'ai toujours aimé pouvoir exprimer une forme de masculinité. Et en effet, c'est super juste ce que tu dis. Je trouve que quand on arrivera, mais j'espère qu'on arrivera, en tout cas on y tend de plus en plus, à accepter encore une fois le fait que peut-être que ça n'existe pas être un homme ou être une femme, ce qui est un concept qui nous dépasse un peu tous, je ne pourrais pas le définir, mais en tout cas d'accepter en effet qui on est, tant dans sa féminité et que dans sa masculinité, tout en étant... c'était super ce que tu as dit aussi sur le fait de jamais empiéter sur les autres, ou de... Je ne sais plus exactement ce que tu as dit, mais je trouve que notre liberté, elle s'arrête là où on commence à entraver celle des autres. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça ouvre aussi à réflexion sur toute la question de cette liberté et de comment on parvient à avoir son identité, à pouvoir s'émanciper par celle-ci, et sans qu'en fait on vienne nous mettre un cadre et tout, et entacher justement. Bah ouais, souvent le problème c'est les autres en fait. Là, nous on n'a pas trop de problème à vivre. Jean-Paul Sartre ce soir. Non, on écoute Cynique, Cœur de Pierre tout de suite sur Move. Et nous sommes toujours dans Tunnel ce soir pour parler de ce que c'est qu'être un homme, ce qui est une très vaste question qui évidemment va en entraîner bien d'autres, avec mes invités Jessé, Swan Périssé, Romain Brault et Greg MMA. Et une question, justement, on en parlait un petit peu pendant le titre de Cynique qu'on a pu écouter. Où est-ce que vous avez grandi les uns les autres ? Parce que je crois que c'est quelque chose qui... comme justement, on en parle dans le podcast, donc Les couilles sur la table, notamment pendant l'épisode La bande à Boris, qui est issu des travaux de Benoît Coquart, qui en fait est retourné dans son village de Bourgogne pour expliquer un peu comment se passe la masculinité là-bas, parce que c'est vrai que c'est intéressant de toujours parler des gens des villes et de comment ils sont super progressistes et tout, mais c'est pas la réalité de toute la France. Et non, du coup, je m'intéressais à où est-ce que vous aviez grandi. C'est pas trop indiscret. C'est assez classique. Moi, c'était banlieue parisienne, à la Varenne-Chenevière. Ouais. RER A. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que du coup, les personnes que tu peux fréquenter actuellement ressemblent aux personnes avec lesquelles tu as grandi ou absolument pas ? Ah non, pas du tout. Non. Une fois que j'ai pu enfin quitter la France et faire mes études à l'étranger et rejoindre les Beaux-Arts, justement, j'ai vécu avec que des gens qui venaient des quatre coins du monde. Donc, que des artistes, que des gens qui parlaient plein de langues, plein d'ouverture d'esprit possible, et là j'ai pu enfin être assez moi-même, on va dire, donc un espèce d'homme 2.0, on va dire. Mais ça m'a fait du bien. J'avais des gens qui pouvaient comprendre ce que j'avais dans la tête et avec qui je pouvais échanger mes idées artistiques ou politiques, et ça faisait un peu d'oxygène dans ma tête. Et du coup, ça t'arrive de retourner là dont tu es originaire Pas trop, on est tous un peu partis. Tous les gens qui étaient un petit peu en dehors des rails sont partis de cette zone qui était un peu trop confortable, je pense, un petit peu trop de droite aussi. Hein. C'est une zone qui est assez chiante, pas très intéressante pour grandir. Donc voilà, et puis de retour à Paris avec les miens, et ça c'est bien. Greg, toi tu as grandi dans quel type de La campagne avec d'agglomération géographique. La campagne, et je voyais les vaches de ma fenêtre. C'est vrai ? Ah oui ? Ah, t'étais vraiment en rase campagne. Ah oui, un petit campagnard. Et du coup, toi, tu vas encore dans la ville oui, quand je vais voir ma mère. Et du coup, tu as toujours... comment dire ? Est-ce que tu as l'impression de correspondre, même dans les choix de vie que tu as pu faire, dans la carrière de grand sportif, etc., de correspondre aux valeurs qui sont en vigueur là-bas, ou d'être quand même un petit peu différent des autres ?
Elle est compliquée ta question parce que les valeurs changent d'un individu à un autre. Bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une spécificité rurale ou urbaine, même si je sais qu'à Paris, bon, c'est beaucoup plus ouvert, plus cosmopolite. Donc les gens acceptent plus les choses facilement. Mais les ruraux sont pas vraiment différents. Ils restent des gens normaux et accueillants. Hein. À fond. Oui, tu prêches une convaincue. Jessé, toi, tu as grandi où du coup tu disais Moi, c'est marrant de la personne dont tu parlais. Moi, j'ai aussi grandi dans un village de Bourgogne. C'est vrai? Donc, ça me donne envie d'écouter l'épisode. L'épisode est vraiment dont tu trop parles. intéressant. Ouais. Et, je rejoins un peu ce que tu dis. Moi, je vois pas, j'ai pas trop vu la différence entre le milieu où j'ai grandi et le milieu où je vis maintenant à Paris. Je parle de ma cellule intrafamiliale pour le coup. Aujourd'hui, je rentre parfois à Dijon, donc dans la banlieue de Dijon, dans un village à côté, et j'ai les mêmes sujets de conversation que je peux avoir avec mes amis parisiens, et j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir fait un choix de vie qui dénote par rapport à là où j'ai grandi. La question, je me permets de la poser aussi parce que y a un côté hypothèse personnelle, mais c'est aussi accrédité par justement ce podcast dont je parle, où en fait, en ville, si on grandit en ville, on va avoir le choix entre plein de bandes de personnes avec qui traîner, qui peut-être auront des centres d'intérêt différents, des affinités différentes, etc. Et on va un peu choisir ce qui nous ressemble le plus. Alors qu'en zone rurale, comme il y a moins de monde, tout simplement, il va quand même y avoir ce truc où il va y avoir... des bandes justement auxquelles on s'agrège, qui existent déjà, qui parfois, c'est pas toujours le cas, mais sont le choix unique. Il y a déjà des centres d'intérêt qui sont définis et tout, donc c'était juste vraiment la question par rapport à ça aussi, par rapport à cette liberté d'être qui on est vraiment, qu'on soit un homme ou pas d'ailleurs. Swan, toi, tu as grandi dans quel Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 12e arrondissement, avec des parents de classe moyenne supérieure. Et alors, c'est intéressant parce que je me disais, en fait, quand on échangeait, là, je me disais, en fait, moi, je traîne avec des bandes hyper différentes. Ouais, et là, tu viens de mettre le doigt sur pourquoi. C'est parce que j'ai grandi à Paris. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Moi, j'ai grandi en allant énormément au théâtre. Donc, en fait, j'étais dans les options théâtre. C'était pas grâce à mes parents, mais j'allais tout le temps au théâtre, voir. Enfin, je me souviens que, genre, à 13 ans, j'avais un abonnement au Théâtre National de Chaillot. Ça n'a aucun sens. C'est des trucs que tu mets 2 ans à avoir des places et tout. Mais vu qu'on avait des tarifs parce qu'on était ados, quoi, j'allais voir des spectacles à 1 euro, 2 euros, des trucs qui coûtent une fortune. Très inaccessible aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans un milieu quand même très très culturel, très théâtre, mais j'avais pas vu de spectacle de stand-up avant de devenir humoriste. Donc, en fait, je pense que ce que ça a changé dans ma tête, c'est que je me suis toujours dit, et je croyais que ça venait de moi et que c'était pas du tout une construction sociale, je me suis toujours dit que tout était possible. Tu vois, je me suis toujours dit, tu peux devenir humoriste, tu peux devenir professionnel de MMA, même si j'ai pas tenté le move. Il y a une taille déjà allée dans minimum, des je crois. cages, mais ça n'avait rien à voir. Bref, et reste se concentrer, s'il te plaît, j'essaie. T'aimes la soumission aussi, je crois. Non, bref, on parlera de ça plus tard. Mais en gros, je me suis toujours dit que tout était possible et il a fallu que j'atteigne... déjà, j'ai pas découvert le féminisme. Enfin, je n'ai pas été féministe avant mes 20-21 ans parce que je savais pas du tout que ça existait, mais je pense que c'est parce que j'avais pas été victime de sexisme ou quoi. J'ai découvert ça bien plus tard et notamment en faisant du stand-up où j'ai subi, j'ai l'impression, le sexisme et voilà, je pense que ça m'a donné l'illusion. Oui, plus tard, je me suis rendu compte que c'était une construction sociale, de croire que tout était possible, de ne pas penser à l'argent, de ne pas penser aux études, etc. Mais bon, aujourd'hui, moi, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'a pas le bac, on s'est séparés depuis. Mais enfin, voilà, donc j'ai l'impression que je choisis un peu mes amis. J'ai vécu en caravane pendant 2 ans parce que mon grand-père Tatiana, la caravane. avait une caravane. Ouais. Elle s'appelait Tatiana, comme ça, je pouvais dire je vais dormir dans Tatiana ce soir. C'est fou de recevoir un communiqué de presse où il y a le nom de la caravane de l'artiste que tu reçois. Le truc est dingue. Il y a un souci du détail. C'est fou. Non, la question, la raison pour laquelle je vous la pose aussi, c'était pour savoir si être un homme, c'était pareil partout. Et la question un peu que ça fait naître, c'est quels sont les modèles masculins que vous avez pu avoir. Pas les modèles en général, les modèles d'hommes que vous avez pu avoir, qui ont pu vous inspirer. S'il y en a eu. Ah ouais. Bon, moi j'ai eu mon père déjà, mais on parlait pas trop avec mon père, il était assez taiseux. Mais c'est quelqu'un qui travaillait dur, il avait un métier difficile, il était à l'usine. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le coin de ma tête, cette fatigue après le travail de labeur
d'un prolétaire, en fait. Donc, ça m'a toujours choqué. Je me suis toujours refusé à faire ce genre de métier. Et pourtant, j'avais beaucoup de respect pour lui, dû au fait de la difficulté de sa profession. Et, ou sinon, les autres modèles masculins que j'ai eus, c'était avec les dessins animés. Donc voilà, je suis la génération du Club Dorothée, donc il y avait les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, tout ça. Et c'était des hommes les héros étaient des hommes qui étaient forts, puissants, et qui avaient le souci de la justice et du bien-être commun. Donc voilà, avant de me lancer plus tard dans la lecture des philosophes, j'ai eu ces modèles-là, et ça m'a construit, je pense, positivement. Alors que souvent on disait que les mangas c'était des trucs de décérébrés, mais il y avait une petite... Ségolène Royal n'était pas trop d'accord. Elle n'aimait pas, mais bon, il y avait une petite musique derrière de justice et de bien-être commun qui est restée ancrée profondément en moi. Et tu as dû être en deuil en plus récemment avec le décès. Bon, en deuil, je ne le connaissais pas, ce monsieur, oui. donc, mais bon, il a fait une œuvre tout à fait intéressante. Qui ça? Akira Toriyama. Non, C'est considéré comme le père. Le créateur de Toriyama. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis sur ton père, parce que il y avait une peine physique, du coup, forcément, qui est celle, mais justement, des prolétaires qui, en fait, doivent vendre finalement leur force bras, physique ouais. au patronat. Bon, là, c'est vraiment une réunion syndicale, mais c'est important de le dire. Et du coup, dans quelle mesure, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, mais dans quelle mesure le fait que toi-même t'aies décidé de justement aller travailler sur ton corps et tout, on sait très bien que les entraînements pour acquérir de la force, etc., ça passe par des processus douloureux aussi, et des processus de rigueur extrême. Est-ce que tu penses qu'il y a une réappropriation aussi de cette force physique? Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur le fait que tu as vu ton papa fatigué et du coup tu as décidé de devenir professionnel de MMA? Ça te fatigue pas? Ah. Le truc épuisant, genre. Bah, c'est épuisant, mais c'est une passion. Donc, je me suis toujours dit que je vivrais de ma passion. Et il est hors de question que j'ai un travail aliénant comme ça. Donc, c'est une émancipation aussi par le sport. En fait. Une émancipation par l'effort. Et ça, c'est pareil. Bon, on parle de masculinité, mais bon, c'est propre à la femme aussi. Il y a des efforts à faire pour s'extraire de sa condition. Et bon, le sport est un vecteur merveilleux pour y arriver. Et en parlant d'émancipation aussi, et par extento de pouvoir, il y a quelque chose qui est assez intéressant. À nouveau, et après j'arrête, je me réfère au fameux podcast Les coups sur la table, avec l'intervention d'une femme qui s'appelle Mathilde Viau, qui a bossé à l'Assemblée nationale pendant 7 ans, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle « Moi, les hommes politiques, j'en fais du compost », et qui explique qu'en fait, les personnes qui sont députées, c'est pas des personnes qui représentent la population française, c'est des personnes qui viennent de milieux bourgeois, c'est-à-dire que c'est des gens qui, en fait, quand ils arrivent dans le Palais Bourbon et qui voient toutes les dorures et tout, ils sont pas impressionnés parce que c'est des milieux, enfin finalement ils ont grandi un peu là-dedans. C'est des blancs, ils sont hétéros, c'est des hommes, ils sont en général plutôt âgés, etc. Et qu'en fait, comme c'est eux qui prennent les décisions pour l'ensemble de la France, que ce soit une France du coup qui n'est pas blanche, que ce soit une France qui n'est pas urbaine ou qui n'est pas riche, en fait ça crée un espèce de référentiel sur lequel toute l'humanité doit s'aligner. Et ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, quand on regarde le milieu politique, et ça même je le dis en connaissance de cause pour du coup avoir fait beaucoup de télé et tout et m'être beaucoup mise dans ce truc-là, il y a quand même un truc sur la culture du débat, que ce soit à l'Assemblée nationale ou en plateau télé, c'est quand même une culture de l'affrontement. On attend la punchline, on attend la victoire par KO de son champion, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sans forcément être dans les sphères politiques? Ce truc qu'on a l'impression qu'il y a toujours la culture d'un homme très très fort et qui vient justement écraser les autres dans le milieu politique. De toute façon, la politique, c'est de la rhétorique. C'est pas de la dialectique. Ils sont pas là pour faire avancer le schmilblick. Ils sont là pour convaincre l'auditoire. Donc c'est autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange souvent. Je déteste quand vous parlez d'hommes blancs, patriarcal, hétérosexuel. À chaque fois, je suis choqué d'entendre cette phrase. Je me dis, mince, vous pointez du doigt une partie de la population et vous ne le feriez pas sur une autre partie de la population. J'ai toujours trouvé ça choquant. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais non, mais en fait... Mais peut-être que je me trompe ou j'interprète mal. Est-ce que quelqu'un veut expliquer? Ouais. Après, Swan, je sais que tu voudras aussi répondre, et Romain aussi peut-être.
Si on entend le son de sa voix dans cette émission, où il a décidé de se retirer Non, complètement. non, pas du tout. Non. Mais, Non, je parle, je suis là. Mais en tout cas, pourquoi si ces gens-là sont montrés du doigt, c'est parce que je crois qu'ils ont exercé une domination pendant des centaines d'années sur toutes les autres parties prenantes. C'est une petite partie, tu vois. Non. C'est une petite partie de ces blancs hétérosexuels cisgenres ont eu le pouvoir et sont servis à outrance. L'ont Mais toujours. Hein, ouais, mais c'est une petite partie. Donc quand il y a des casse-burnes, on dit toujours c'est une minorité. Et là, c'est pareil, il faut toujours le préciser. C'est une minorité de ces gens-là. Moi, je pense Mais pas. c'est une petite partie avec énormément de gens derrière. Donc c'est une énorme partie qui montre du doigt. Parce que les autres se font exploiter. Que ça peut être des ouvriers dans les usines, ça peut être des agriculteurs, où tous ces gens-là se font exploiter par des multinationales. Et voilà, ça reste, c'est des gars blancs, hétérosexuels, cisgenres. Donc après, ils vont se dire merde, pourquoi ils me mettent dans ce panier? Donc c'est pour ça que je déteste cette expression. Et il faut toujours dire, si pour certaines parties de la population, on dit une petite partie, une minorité des nanani casse les noisettes, là c'est pareil, il faut dire une petite minorité des nananas casse les noisettes. Mais ce que je veux justement, dire en fait, le truc est... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que le truc est super important aussi, c'est de se Je dire... déteste cette expression. Oui, ça j'ai compris. C'est comme si on disait les homosexuels, nanani, nanana. Ah, mais sans là, c'est dit comme ça. Ouais, mais on se croirait au café du commerce après. Mais non, Non, en fait, c'est moi, pas la même en fait, je trouve que, par exemple, typiquement... Mais si j'ai pas compris, expliquez-moi ce que vous voulez dire par là. Quoi. Mais en fait, pourquoi à chaque fois, il y a tous ces adjectifs qui se suivent, Oui. donc homme, hétéro, bourgeois, blanc, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est le truc dominant. On sait qu'on est dans une société où les hommes ont, pour l'instant, plus aussi de pouvoir que les femmes. Ouais, mais juste dites une petite partie. Mais Parce oui, mais- que pour les autres catégories qui peuvent poser Mais non, problème, mais on dit toujours une petite partie. à Oui. la fin de la journée, moi j'ai un père, j'ai des amis mecs, j'ai un mec et tout. C'est pas pour autant que je ne veux pas les fréquenter et c'est pas pour autant que s'il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale, je vais leur dire c'est ta faute. Évidemment. C'est juste qu'en fait c'est une façon de dire les termes. Si demain je dis les requins tuent, ça veut pas dire que tous les requins sont en train de mordre et de tuer, Ouais. mais c'est juste une façon d'adresser le Et truc. surtout, je pense qu'il faut dézoomer, parce que je crois que la vision qu'on a, c'est une vision uniquement politique du député, c'est Exactement. l'image que tu as pris. Mais l'homme hétérosexuel, blanc, patriarcal, il a dominé dans toutes les strates de la société, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans aussi les modèles de pensée, donc les grands intellectuels. À chaque fois, la personne qui est au-dessus, dans la pyramide que représente le microcosme qui gouverne, que ce soit une maison, que ce soit un foyer, que ce Non, soit une c'est école. pas vrai. Si, Parce que dans les foyers, tous tu les sais, travaux le montrent. dans Ça, les pour le coup, on peut pas le dire que c'est pas vrai. dans les c'est vrai. foyers, on pense L'homme toujours a que toujours dominé dans le foyer. Tu peux dire non. Tu Non, peux non, dire attends, non. Mais frérot. En c'est 2024, on sait que souvent, c'est la femme qui tient les rênes, tu vois. mais c'est vraiment une réflexion également patriarcale. C'est pas la femme, là, c'est pas la En fait, femme qui est toute si. le Au-delà dos de courbé c'est la qui femme se fait, qui tient et qui se fait les taper rênes. par le mari, tu vois. Mais bah au-delà si. de ça, il y a aussi des chiffres sociologiques, etc., qui expliquent par exemple la répartition des tâches ménagères, etc. Après, c'est moi, autre chose, ça, c'est autre je chose. trouve ça trop bien qu'on puisse parler de ça et Bien d'entendre ton point de vue là-dessus. Moi, je m'interroge beaucoup parce que souvent, je me dis pourquoi. Enfin, il y a deux choses. Déjà, moi, je pense que je souffre, d'un point de vue personnel, en tant qu'humoriste, des hommes, justement, hétérosexuels, cisgenres blancs, qui prennent personnellement quand je fais des blagues sur un mec qui m'a dit un truc dans la rue, dans la sexualité, etc. C'est des Et en débiles, fait- ça. Alors, Parce que c'est merci des de le blagues. dire. N'hésite pas à le dire dans les commentaires sous mes vidéos. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais en fait, je trouve ça terrible, en fait, parfois, de pas voir ces gens devenir mes alliés quand je critique, par exemple, des gens stupides, des gens violents, etc. De pas devenir mes alliés et de dire, bah, moi, ça me regarde pas, ou qui ramènent toujours tout à moi, et j'en parle dans mon spectacle. Oui, mais moi, je ne le fais pas. Oui, mais moi, je fais des blagues dessus dans mon spectacle, tu vois. En fait, je trouve ça curieux de pas voir souvent ces personnes s'allier à nos combats, justement, contre des gens bêtes, des gens violents, des gens sexistes, etc. Donc, première chose... Tu sais, les gens violents, les hommes violents envers les femmes, il faut les défoncer. D'accord. merci Il faut merci les de me donner ton défoncer. avis là-dessus. Qu'ils Donc, soient blancs, d'une part, noirs ou quoi, on s'en fout. Donc en C'est- tout cas, c'est moi des- je trouve ça c'est ce que trop je disais au intéressant début, d'avoir c'est- entendu ton avis là-dessus. Et il y a autre chose qui sont les faits sociologiques et les impressions. Bien sûr, le féminisme a évolué, notamment depuis MeToo, que ce soit dans la loi, dans les discours. Mais le féminisme, c'est super, c'est Voilà, l'égalité des hommes
et des femmes à travers la loi et à travers les faits. Il ne faut surtout pas que ça se transforme en guerre avec les hommes. Oui, je suis d'accord avec toi. Même en fait, ce sera jamais ça parce que même, enfin, je veux dire, moi honnêtement, j'ai grandi en tant que meuf. Je me suis fait harceler toute ma vie. Je me suis fait emmerder toute ma vie. J'ai eu des problèmes avec un nombre incalculable d'ex-copains que j'ai pu avoir. Et en fait, demain, on arrive à égalité. Je suis déjà fatiguée de me battre alors qu'on n'est pas encore arrivé au bout du combat. Enfin, si tu veux, je suis très Caris quand il dit maintenant que j'ai gagné la guerre, il faudra que j'aille gagner la paix. Mais en fait, il y a un moment... si j'arrive juste à avoir un semblant d'égalité, t'inquiète, je vais pas continuer à me battre pour en plus avoir le dessus. Je pense pas qu'il y ait cette. Mais ces hommes qui t'ont harcelé ou tout ça, on sait qu'il y en a. C'est tous les jours. Et ça, tous les jours. Oui, ça, c'est des abrutis. Il faut les défoncer. Mais c'est une minorité, tu vois. Mais tu sais que moi, je viens du sud, en plus de la France. En fait, moi, quand on me fait chier dans la rue, je réponds. Je réponds tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de me défendre physiquement parce que ça, c'est pas ce que je conseille aux femmes à qui j'enseigne la self-défense. Mais toutes les filles du sud de la France, pour le coup, savent un petit plus ou moins se défendre, au moins verbalement, elles savent calmer le harcèlement et si besoin courir vite et si besoin machin. Et je voudrais juste terminer. Maintenant, moi, si demain je me fais castagner parce que je me suis défendue, on va me dire ah oui mais t'aurais pas dû. Oui mais en fait je fais quoi? Je me fais insulter, je me fais cracher dessus littéralement. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et je voudrais juste terminer ce que je voulais dire. Donc, en effet, il faut faire attention à la catégorisation et ça me touche ce que tu dis et ça va me faire évoluer dans ma réflexion sur ma comédie et sur quand est-ce que j'utilise ce terme. Mais il faut aussi avoir conscience de ses privilèges quand on fait partie d'une catégorie. Et je trouve que malheureusement, il n'y a pas beaucoup... Enfin, ça manque d'hommes qui reconnaissent de là où ils sont. Tu vois, je l'ai dit moi-même dans ma position. J'ai grandi à Paris, je croyais que tout était possible. Et puis à 23 ans, je me suis rendu compte que tout était possible parce que j'avais une famille qui habitait à Paris, parce que j'étais née bien lotie, etc. Et je trouve que ça manque de regard sur soi et de remise en question chez ces personnes. Évidemment que les hommes, ils ont des privilèges par rapport aux femmes. Les femmes ont aussi des privilèges par rapport aux hommes. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire toujours oui, mais les femmes. Mais c'est pas les femmes. Voilà, on dit pas les femmes, on dit certains hommes, tu vois. C'est vrai, ça. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Moi, ça va faire évoluer ma comédie. Il y a des choses qui sont aussi des faits et des chiffres. C'est que les agressions, les féminicides, les agressions contre les homos sont tout le temps commises par des hommes hétérosexuels. Je suis d'accord. Et il faut le dire. Et ces gars-là, évidemment tous les hommes hétérosexuels. Il faut les défoncer. Et on sait que les hommes, ils sont plus violents que les femmes parce qu'ils déjà ils remplissent les prisons. D'accord. Mais à partir de là, on peut catégoriser à chaque fois de plus en plus. On peut dire bon les hommes ils sont plus violents que les femmes. C'est quoi? C'est un fait. C'est un fait établi. Mais très souvent. C'est une construction de patriarcat. Mais ça, on est au courant. Oui. Mais c'est une petite partie, tu vois, des hommes. En général, les hommes, c'est ces gens qui sont doux, vous savez. Les hommes sont doux. Oui. Et justement, d'ailleurs, on va parler de tout l'aspect physique juste après cette musique. Ah non, c'est autre chose. Ça. Sexy Sushi, distraction. Et nous sommes toujours dans Tunnel sur Move avec mes invités Jessé, Swan Périssé, Romain Brault et Greg MMA pour parler de ce que c'est qu'être un homme et justement que vous l'ayez expérimenté vous dans ce que vous essayez d'incarner ou que justement vous ressentiez ça et vous ayez une inclinaison pour les hommes. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui pour vous rend séduisant un homme? En fait, on fait notre shopping là. Swan, elle va faire une annonce. Vas-y, Swan. Allez, moi je cherche un homme. Si tu es. Non, pour moi vraiment, ce qui me séduit chez un homme, c'est qu'il ait creusé le concept de liberté de la femme jusqu'au bout. Et je trouve qu'il y a les violences sexistes qui se retrouvent beaucoup dans le cadre d'un couple. Et c'est vraiment, encore une fois, matière à ma comédie. Mais moi, je me retrouve très souvent dans des couples où, au début, c'est rigolo. Ils sont contents que je sois humoriste. Et puis, en fait, soit je travaille trop, soit je suis plus connue qu'eux, soit je gagne plus d'argent qu'eux. Et en fait, je trouve ça difficile, en tout cas, de vivre un couple hétérosexuel classique sans qu'à un moment il y ait ce sujet qui vienne sur la table où je me sens en fait censurée dans ma liberté de création. Donc moi, ce que j'admire chez un homme, c'est qu'il est vraiment qu'il applique ses principes féministes au sein d'un couple. Voilà. Romain, Greg, Jessé, est-ce que vous pensez qu'il y a une liste de trucs qui peuvent rendre séduisant un homme et qui peuvent aider un homme? Moi, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un homme avec énormément d'ouverture d'esprit.
Ouais, moi je ne suis pas que travesti sur scène, je suis aussi travesti dans ma vie privée. Je peux aller au restaurant, je peux aller faire mes courses. Je suis très très libre. Il n'y a pas de normes sur ça. Voilà, je suis complètement gender fluide et si un mec ne peut pas comprendre ça, et je pense que en effet, je peux comprendre que ça requiert beaucoup d'ouverture d'esprit peut-être, mais moi c'est énorme et beaucoup d'humour en top et puis c'est parfait. Greg, si tu veux. Greg va me décrire, j'ai l'impression. Faut qu'il soit roux, donc. Habillé en vert. Elle est cuivrée. N'en dis pas plus, Greg. Elle est pas rousse, elle est cuivrée. On va rentrer ensemble. Qui l'eût cru? Vous avez la même nuance de roux en plus, non? Je crois pas, non. Non, le mien est un peu plus frais, j'ai l'impression. Désolé, moi, il y a la Méditerranée qui est Non, mais il y a un passée côté dessus. Ariel, la petite sirène. Quelle salope. Non, c'est ce que tu as dit, c'est très bien. Liberté d'esprit et humour, c'est sûr, ça fait craquer les nanas. Hein. Et justement, il y a un truc qui est trop intéressant que j'ai vu, parce qu'on parle souvent de la force des hommes, tu sais, en mode est-ce qu'il est solide et tout. Oui. Il y a des clichés parfois sur justement la force. Moi, du coup, je suis beaucoup sur Internet. Donc, il y a des concepts tels que le concept d'homme soja, qui serait un homme qui boufferait du soja. J'ai un ami comme ça. C'est quoi, très faible, bah oui. Un de mes meilleurs amis. Un homme soja, en fait, c'est un mec qui mange du soja ou qui boit du lait de soja. Ça fait quoi du... Et bah, du coup, il mange pas de viande, donc il est pas solide. Ah, okay. Sauf que nous avons un contre-exemple à la Pourquoi table. J'en mange pas, non. Eh ben oui, Viande. c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi parce que justement, on entend souvent un chaque fois, bonhomme, il il mange grave de la viande et tout. C'est le cliché classique. Ouais. Tu vas te Et détendre, toi, Greg. justement, t'es quand même quelqu'un du coup de très solide, j'imagine, quand même, au niveau combat et tout. Et tu manges pas de viande. Voilà. Oui, parce que j'aime pas faire de mal aux autres et je considère que les animaux, c'est aussi les autres. oui, du coup. Donc on va pas les défoncer, on va pas les mettre dans des abattoirs horribles, mais c'est dégueulasse. Donc j'essaye de pas participer à ce massacre en ne mangeant pas de viande, mais Et du coup, tu t'es obligé, de par ton sport et ce que tu fais, d'avoir des substituts. Ouais. Après, je prends des protéines en poudre aussi, des œufs. Mais après, c'est pareil, la protéine, si elle vient du lait, le lait, ça reste un viol des vaches. Donc parfois, je suis pas tout à fait en congruence avec ce que je pense. Mais c'est un travail qu'on fait sur le long terme. Et le lait végétal, pure curiosité encore, ça n'apporte pas les mêmes. Si, mais c'est pas bon. Mhm. Ah oui. Mais j'aime bien, moi. un homme soja, on dit ça, c'est pour rigoler avec mon pote. C'est un homme soja, c'est un faible, tu vois. Il est tout Non, mais c'est maigre. intéressant. Non, mais je vous dis, attends, Qu'un je donne la végétarien dit définition. ça, c'est intéressant. Je donne la définition, mais je le dis à mon pote, mais ça nous fait rire. Et voilà, il est tout mince, et si tu lui mets une gifle, il se couche direct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un homme soja. Et toi, on te taquine sur ça Pour la viande, Ouais. je suis pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà appelé un homme soja? Non. C'est incroyable. Un soy boy. Ouais, c'est ça, Incroyable. c'est le Non, mais c'est soy boy. trop intéressant de voir que voilà, c'est. Mais dans mon les clichés milieu- ont la peau dure, ça peut Non, être des vannes, etc. mais c'est Dans pas mon forcément- milieu qui est de bourrin un peu, parce que... Mais bon, ça m'avait surpris quand j'ai vu ça. Parce qu'en plus, c'est un truc dont tu parles ouvertement, que tu revendiques et tout. ah oui, mais c'est pas grave. Hein, Mais non, Donc, mais dans ton mais milieu de bourrin, je t'allais dire. suis pas en train de dire que c'est grave. Ah, je sais. Hein. Mais- De toute façon, il n'y a rien de grave à partir du moment où tu fais mal à personne. Et au contraire, j'essaie de propager, entre guillemets, la bonne parole pour que les gens mangent moins de viande et qu'ils arrêtent de participer à ce massacre. Mais non, mais tu peux être solide et pas manger de viande, ça n'a rien à voir. Mais dans mon milieu où il y a beaucoup de bourrins, où la force physique est mise en avant et la virilité de base, c'est-à-dire savoir se battre, gonfler les pectoraux, les trucs un peu bourrins, mais bon, ça reste du sport. C'est sûr que ne pas manger de viande, ça dénote. Mais franchement, moi, je viens du sud-ouest, donc un endroit où ça mange particulièrement de viande, et notamment du canard. Un mec qui mange pas de viande, automatiquement, va prendre des remarques liées à sa virilité. C'est pour ça que, en plus, du coup, évidemment, étudiant de très près tout ce qu'il se passe sur Internet tout le temps, je connaissais très bien l'histoire de l'homme soja, du soy boy. Mais après, on prend la douche en commun, donc là, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Allez, On est un peu excités autour de la table. Ils sont vraiment soja. mais vraiment, tes délires, Jessé, vraiment. Arrête de me prendre comme complice. Je t'ai vu. Et je continue redressé. à t'asticoter de questions, Greg, parce que du coup, pour préparer l'émission un peu, j'ai parlé avec des sportifs
qui sont autour de moi, qui ont fait de la compétition et qui sont assez hauts dans divers sports. Et je demandais, mais la compétition, du coup, ça vient d'où? Est-ce que vous pensez que c'est lié à la masculinité et tout? Et on m'a répondu à peu près la même chose, c'était je sais pas. Par contre, il y a quand même un plaisir dans le fait d'imaginer dominer l'autre et de Absolument. battre la personne. J'allais le dire, oui, c'est ça. Et Il faut écraser l'autre. On écrase l'autre d'une façon symbolique, chose qu'on ne pourrait pas faire dans la vie de tous les jours. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'homme, on a des pulsions de violence parfois qui sont liées aux décharges de testostérone qu'on prend dans la gueule. Donc cette violence, on l'exprime à travers un sport. Ça a toujours été d'ailleurs un moyen pour les nations de se faire la guerre symboliquement. C'est aussi une manière pour l'individu d'exprimer sa violence de façon symbolique. Et est-ce que tu vois aussi là-dedans une dimension d'aller dans ses propres limites? Au-delà de ça, une espèce de combat contre soi-même pour se renforcer. Avant, il y avait Christophe Colomb qui traversait l'océan pour découvrir je ne sais quoi. Et nous, on va dans une cage et on va au bout de soi-même, quitte à se faire défigurer, quitte à se faire casser un bras ou tomber KO. Est-ce qu'il y a des femmes qui font du MMA? Oui, il y en a, ouais. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a qui restent d'ailleurs très féminines, très belles femmes. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et du coup, pour toi, le fait qu'il y ait des sports en plus c'est un sport qui avait été décrié, qui était vu comme ultra violent. Mais je te vois qui fulmine parfois sur ce que je dis. Hein. Mais oui, donc c'est n'hésite pas à intervenir. C'est une aventure. Non mais Romain vous va avoir un tête, tunnel là, de travail. Un tunnel de travail. Bah oui, si, un tunnel de. Ouais, tu peux le dire, de réflexion. De réflexion juste après. Parce que moi je suis très pondéré comme garçon à ce niveau-là. Ouais, non, t'es il y en formidable. a, il dirait des trucs, tu serais comme un fou. Hein. Mais Je serais peut-être parti, qui sait. Du coup, non, pour toi, le fait que justement ce soit un sport qui vienne, et c'est pour ça qu'il avait été décrit, exacerber une forme de violence, Oui. est-ce que ça sert chez les personnes qui le pratiquent à canaliser justement Absolument. cette violence qui serait naturelle à ton sens, ou au contraire, ça peut venir l'exacerber chez le public, etc. Non, ça la calme bien sûr, et c'est pas quelque chose de naturel selon moi. C'est une violence qui est naturelle. C'est-à-dire que si toi j'arrive et que je te fais des piqûres de testostérone, tu vas commencer à te chauffer avec des. Moi, il n'y a pas besoin, je suis. T'es vénère direct. Ouais. D'accord. Bon, je te fais 2 piqûres. Du sud-ouest. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, tu vas commencer à être agressif envers d'autres personnes et tu vas pas comprendre pourquoi. C'est les hormones. Voilà. Romain, je me tourne vers toi. Pour toi, un homme, ça doit forcément se battre et ça doit aussi se construire par la violence? Ah non, pas du tout. Ouais, absolument pas. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours fait l'autruche où je suis parti en courant. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait de la compétition, j'étais patineur artistique avant, donc le désir d'être dans la compétition et les crevettes pailletées, c'est dans l'eau. Oui, mais c'est de la danse. Mais ouais, aussi, on a tu fait vois, une formation de water polo, qui est, je pense, le sport le plus compliqué physiquement à faire. Mais oui, vraie question d'ailleurs. Là, je fais encore ma curiosité. Ouais, bien sûr. Mais je sais que la natte synchro, j'ai une pote qui pratiquait ça. C'est hyper complet comme sport. Il faut faire à la fois du classique, à la fois de la natation et tout. J'ai pas dit ça en rigolant. La pratique du patinage artistique, ça donne quand même des méga notions en danse. Ouais. Donc ça t'a donné un temps d'avance aussi sur la préparation pour la natte synchro, non? Pour le water polo. Ah oui, ah putain, je croyais que c'était la Ouais, natte les synchro. crevettes pailletées, c'est du water polo. Et qui est vraiment physiquement un des sports les plus compliqués au monde. On a eu 6 mois d'entraînement, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Ok. Mais j'ai adoré. Mais j'aime aussi la compétition. Mais moi, je viens d'un sport artistique, donc on défend des choses un peu plus rêveuses, un peu plus fantastiques, on va dire. Après, t'es pas là pour dominer, t'es là pour exacerber. Je suis là pour faire rêver. Moi, c'était beauté, c'était mon but, c'était que les gens sortent avec les yeux pleins de paillettes de ce qu'on avait à proposer. Mais pour moi, le sport dans la masculinité, c'est très intéressant, mais je pense qu'il y a plein de choses à contrôler, à redéfinir. Moi, c'est vrai, quand tu me parles de cage, quand tu me parles de casser la noisette, tous ces trucs-là, j'ai juste envie de casser la noisette. Je sais pas, j'ai envie de creuser un trou et de partir d'ici. Moi, je suis très très anti-violence, si tu veux. J'ai un papy qui était super boxeur, qui a boxé avec Cerdan et tout, donc il avait ce même discours que toi, tu vois. Et ça me paralysait. J'avais toutes mes neurones qui se bloquaient. J'arrivais pas à parler. Tu sais que je déteste la violence. Mais formidable, je suis ravi pour toi. Là, c'est de la violence. Je vois bien, en plus, je Maîtriser, sens vois. que tu maîtrises beaucoup, donc j'ai une totale lecture de toi. Je vois très bien. Je
suis un livre ouvert, moi, c'est facile. Mais oui, mais c'est très beau. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vraiment switcher, à disparaître. Si je pense que j'ai une cape d'invisibilité à la Harry Potter. Et dès qu'on parle de violence ou de combat, ou même dès que les voix commencent à monter, il faut que je calme tout le monde autour de moi. Et est-ce que tu as vécu les scènes peut-être plus jeunes, justement, dans ta ville d'origine, etc., où en fait tu es en bande quelque part et ça commence à se battre. Et en fait, tu as ce truc où on attend en général des hommes qui soient solidaires les uns des autres et qui se foutent dans la baston tous ensemble. Bah non, si tu veux, moi j'avais un rôle complètement différent. Je n'osais pas aller en cours de récréation parce que si je mettais un pied dans la cour de récréation, j'étais insulté, j'étais harcelé, j'étais tapé. Donc moi, si tu veux, la tête dans la cuvette des chiottes, je l'ai plusieurs fois. C'est pas quelque chose que je me souhaitais dans ma vie. Donc j'attendais sur les marches, sous les marches, dans le noir, à attendre que la récréation se passe. Et dès que j'entendais la sonnette qui retentissait, j'étais sauvé par le gong, comme on disait à l'époque. C'était vraiment pour moi, j'étais en apnée jusqu'à 16 ans. Hein. Et c'est dans la mode, on parlait de repères masculins, mais moi, c'est quand j'ai commencé à regarder les défilés de mode et que j'ai vu des hommes androgynes, par exemple les défilés de Jean-Paul Gaultier, où il commençait à habiller les hommes en femmes, où je me suis dit, ah, il y a une sortie, il y a une sortie de secours pour Romain Brault, tu vois, genre, c'est comme ça que j'ai réussi à créer ce spectacle et à créer mes chansons. C'est sur notre féminité, c'est sur ces portes d'accès qui faisaient que moi j'ai tout fait quand j'étais gosse, parce que les équipes de foot où il y avait équipe A, équipe B, et j'étais toujours le dernier, je passais après l'handicapé, le gros, le noir, t'avais le PD, le roux, baf, tu vois, c'était tous ceux qui étaient en marche qui passaient les derniers, et moi j'étais le dernier. Bah, on prend Romain, il ressemble à une fille, il pèse 3 plumes, c'est parti, quoi. C'est un enfer. Il y a pas mal de monde qui a gardé des gros traumatismes, je crois, de cette histoire très précise de choix des équipes. Il y avait quelque chose de super symbolique qui se jouait et qui se répétait en plus semaine après semaine. Tous les soy boys et les soy girls, finalement, traumatisés par ce choix d'équipe. Bah, tu vois, t'aurais pu choisir de te renforcer, de te dire, tiens... parce que je l'ai subi aussi, hein, les brimades et tout ça. J'étais un garçon chétif. Alors tu vois que je dis pas que mon parcours est mieux que le tien. Je dis qu'on a pris 2 chemins différents. Moi j'ai dit vas-y, nique sa daronne, je vais faire de la muscu, des sports de combat, pour plus à subir le pouvoir coercitif des autres hommes. Je voulais pas ressembler à tous ces mecs qui prenaient le pouvoir sur les autres, qui étaient justement musclés, tout ça. Mais moi, ça me dégoûtait. Tu vois que tu peux aussi être entre guillemets musclé et puissant sans imposer du tout ta force, parce que je n'impose jamais ma force à personne. Mais moi, ma force aujourd'hui, elle est très existante. Je suis extrêmement puissant. Absolument. Mais avec ma féminité, avec mes idées, avec ma poésie. Tu l'as exacerbé d'une autre manière. Bien sûr. Ouais, c'est très beau ce que tu fais. Bravo. Merci ma biche. De rien mon chou. C'est mon mec, alors calme-toi tout de suite. Toi la fausse rousse, dégage. Et Romain, justement, mais tu viens de répondre à ma question, mais peut-être que quelqu'un d'autre veut aussi parler de ça. Comment on survit d'ailleurs aux démonstrations de force des autres? Parce que tous les deux, Greg, Romain, en fait, vous parlez de l'école justement où ça a été compliqué pour vous. Swan, j'essaie, est-ce qu'il y a eu des moments où justement il y avait d'autres qui faisaient montre de leur force et de leur puissance avec beaucoup de bruit et tout, et vous avez dû un peu faire face à ça, que ce soit en famille ou entre amis. C'est tout un spectacle qui est basé sur le harcèlement scolaire, et en fait c'est très juste ce que vous dites. En fait c'est toujours le centre qui entraîne la périphérie pour se moquer de la marge. Et en fait c'est de toi ça? Ouais, à l'instant. C'est très beau. Vous arrêtez tous les deux. Non, mais c'est grave un truc, je trouve. Voilà, je vais peut-être me mettre au MMA pour me faire dominer. Et donc... Attends, tu mesures combien? Dans une cage. 1m82. Faut voir la catégorie aussi. 1m82. Non, moi j'ai des gens pour lui. Ah ouais, j'ai hâte d'échanger les numéros et les Insta à la fin de l'émission. Il n'y en a pas un, il y en a des. Dans un an, je suis comme ça. Et non, mais en tout cas, pour lui. Je me suis excité moi-même. Et donc, pour revenir à ce que tu demandais, en effet, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire de ces gens qui harcèlent. Moi, j'interroge dans le spectacle, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on devient quand on devient adulte? Parce que le monde de l'enfant, le monde de la primaire et du collège... Des popus du collège, en plus, en général... Exactement, ça finit souvent bedonnant et ils en font rien de cette violence qu'ils ont exercée quand ils étaient au collège. Et en fait, j'interroge vachement ça parce que je me demande qu'est-ce que la société fait de ces gens qui ont été des harceleurs. Est-ce que quand tu viens dans le monde adulte, tu changes et t'oublies un peu ce qui s'était passé? Est-ce que t'es pris de remords ou est-ce que tu continues à harceler dans les différentes strates de la vie maintenant, à soit professionnelle et sociale? Donc j'interroge ça dans le spectacle et je trouve quand on avance, plus
plus on rencontre différents types d'agresseurs, mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans une forme d'oppression et de domination, peu importe l'âge qu'on a en fait. Que la primaire, elle se répète avec moins de violence parfois, C'est vrai. mais tout le temps. Il y a toujours des dynamiques, je trouve. Il y a dans toujours toutes une les dynamique communautés, oppressive. à tout âge de popularité, oui, même parfois ça va se manifester par. Moi, je trouve justement que dans Paris, donc qui est plus au nord, ça se manifeste par beaucoup plus de passivité, agressivité que l'agressivité peut-être plus brute, mais plus frontale aussi que j'ai pu voir. Et la passivité, agressivité peut aussi être un mécanisme de domination qui est hyper stressant. Oppressant, ouais. Pour répondre à ta question de plus tôt, en fait, moi, quand j'ai des débats et que je suis vraiment pas d'accord avec la personne en face et que c'est trop violent, que je sens qu'il n'y a pas de discussion, je le transforme en comédie immédiatement. Et c'était un grand militant qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, parce que j'avais un beau-père qui sortait des dingueries sexistes à table tout le temps. Et il me disait, ah, t'es maquillée, tu mets des couleurs comme une fleur au milieu d'un champ, c'est pour te faire butiner. Enfin, des dingueries, vraiment. Tous les clichés y passaient. Je vais la ressortir celle-ci. Ouais, merci. Non, Greg, on a dit non. on a dit non, Greg. Il me disait, en gros, les hommes, ils ont besoin d'aller voir ailleurs parce que c'est comme les lions, ils ont plusieurs lionnes. Enfin, vraiment, il y avait degré zéro de réflexion, quoi. Waouh. C'était des blagues ou il était sérieux? Non, il était sérieux, c'était vraiment terrible. On a Et en jamais fait, su. j'ai un ami qui m'a dit, bah, tu prends ça, tu vas pas te disputer au repas de famille parce qu'il n'y a pas de discussion, c'est de la violence, c'est de l'humiliation en permanence. Tu prends ça, t'en fais une vidéo, demain elle fait 350 000 vues, 2 millions de vues. Et comme ça, tu vas faire rire ceux et celles qui souffrent comme toi et leur donner de la répartie, ou toucher des gens qui pensaient que ce cliché avait la peau dure et était réel, etc. Des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, j'en profite pour te faire un petit poke. J'ai écrit et tourné une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les hommes ont-ils plus de désir que les femmes ?» Et je déconstruis notamment cette idée sur la testostérone qui est super intéressante et qui est partie d'agressivité qu'on a testée chez les rats notamment, mais qui n'a pas été prouvée chez les humains. Donc si tu veux aller voir cette vidéo, c'est vraiment une vidéo didactique où j'explique en fait plein de tests qui ont eu lieu et en fait on a cru que c'était appliqué chez les hommes, mais c'est pas vrai. Donc bien sûr il y a de la différence. La testostérone a des effets chez les hommes et chez les femmes, et je t'encourage à aller voir la vidéo qui se passe sur des recherches très sérieuses qui s'appelle « Les hommes ont-ils plus de désir que des femmes ?» et je déconstruis certaines idées reçues et j'en confirme d'autres, donc c'est intéressant. Mais justement, toute cette question de différence au niveau de l'intériorité, etc., on va en parler dans la suite de cette émission, notamment au travers de comment est-ce qu'on matérialise les émotions quand on est un homme et comment est-ce qu'on les traite. Mais tout de suite, sur Move, une musique complètement en rapport avec ce sujet, comme une étoile, on va. Jusqu'à 21h. Tunnel. Et merci d'être toujours à l'écoute de Tunnel sur Move ce soir, ou bienvenue si vous nous rejoignez tout simplement. Je suis ce soir avec Romain Bourreau, Hello. Greg MMA, JC et Swan Périssé pour parler de ce que c'est qu'être un homme, la masculinité, la virilité, etc. Et justement, est-ce qu'un homme, ça peut pleurer ? Mais ça va pas ou quoi? C'est le mec qui a un spectre complètement différent en fonction des questions. Le mec est aléatoire, il Le répond mec en n'a random. absolument aucune DA dans ses propos. C'est un peu devenu une obsession de trouver le mec qui va pleurer, non? Ouais. C'est un peu le truc rare, le truc beau, Mais j'ai le truc l'impression que c'est précieux. plus trop ça, tant la question sur qu'est-ce qu'un homme, est-ce qu'il peut pleurer. Parce que j'ai l'impression que t'as des mecs ultra virils, problématiques qui peuvent pleurer, et des mecs très féminins qui vont jamais pleurer. J'ai beaucoup enquêté sur les émotions pour écrire mon spectacle sur la Laura colère. l'enquête. Et je pense que je pense que, en gros, tout mon spectacle est à propos du fait qu'on a dépossédé les femmes de leur colère. Et donc, en leur demandant d'être sages, discrètes, polies, attentives dès leur plus jeune âge, et en fait, on les a dépossédées de l'émotion la plus à même à les amener à bouger des choses en elles ou à faire bouger les choses à l'extérieur d'elles-mêmes. Et je pense que c'est la même chose pour la façon de pleurer ou de s'exprimer. Et c'est vrai que les petits garçons sont humiliés parce qu'ils pleurent, sont grondés, on leur apprend un moins. garçon est une ça a fille s'il pleure. Voilà. C'est un signe de faiblesse en fait, le pleur dans la société patriarcale. En gros, on leur apprend moins à le faire. Donc en fait, moi je pense que les hommes peuvent encore pleurer, mais que ça s'apprend. C'est quelque chose
tout comme en tant que femme, j'explique comment se reconnecter à sa colère et comment faire des exercices en fait pour la laisser s'exprimer et éviter qu'elle se transforme en honte ou en chagrin par exemple. Et ben je pense que ça se fait pareil pour les larmes et le chagrin et que ça fait du bien. Et donc j'encourage tous les hommes à se concentrer là-dessus. Je pense que les hommes souffrent du fait qu'ils peuvent pas beaucoup pleurer. Et là, la source c'est Radio France, donc désolé, il n'y aura pas de meilleure source. En tout cas, on va pas dire le contraire ici ce soir. Les hommes pleurent 4 à 5 fois moins que les femmes. C'est factuel. Ce qu'il faut voir, c'est quels sont les facteurs. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait moins de raisons d'être triste. Non. Mais pourquoi ça s'exprime différemment ? Justement, on entend souvent que parfois cette tristesse va venir se muer en colère ou en agressivité, etc. Pourquoi ? C'est une construction de la société, encore une fois. On en revient à la société où on a appris à l'homme qu'il devait être viril et qu'il devait être puissant et que pleurer, c'est montrer sa faiblesse et c'est montrer qu'on est pas triste. Toi, mais moi, après mon spectacle, tout le monde vient me voir. Ah, vous m'avez fait pleurer de joie ou de tristesse, tu vois. Moi aussi, on me le dit. Non, mais si tu parles j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes sujets, l'enfance, l'agression, tout ça. Donc je sais que moi, à la fin, les mecs me tombent dans les bras en mode ah, c'était magnifique, merci beaucoup, quel spectacle incroyable. J'avoue, on me dit pas ça. Et je vois, ils sèchent leurs larmes et ils me disent vous m'avez fait pleurer et je veux dire mais c'est pas le but, j'ai pas fait un spectacle pour qu'on pleure, mais les gens presque se félicitent d'avoir pleuré en mode genre wow, j'ai réussi à pleurer, ils se sentent en vie, ça leur fait du bien, ils se lavent, je sais que c'est un moment important pour eux et rare, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quelque chose de précieux de pleurer. Mais parce qu'en plus, si je tiens à parler de cette question des larmes, évidemment c'est important, mais ça rejoint aussi et surtout le droit à exprimer des émotions et le droit à avoir une bonne santé mentale. Parce qu'on le voit, ça, j'ai pas là des chiffres sur les consultations chez les psys, mais a priori, c'est beaucoup plus les femmes qui sont enclines à aller chez les psys. Par contre, ce que je sais, c'est que les taux de suicide sont bien plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Et ça questionne quand même. Il faut se demander ce que le sexisme fait aux hommes pour que parfois ils ne puissent parler à personne finalement, par honte et par fierté aussi. Il faut voir où se place l'honneur. Alors plus de tentatives de suicide chez les femmes, oui, tout à fait. Mais plus de tentatives réussies chez les hommes. Ouais, exactement. Et quant aux larmes, oui, ça pour le coup, la construction patriarcale entre guillemets, elle est flagrante. Hein. Quand on est petit, on nous dit non, si tu pleures, t'es une fille. Donc oui, je pense qu'on les retient énormément. Mais c'est pas facile de se soustraire justement aux inclinaisons de la société. Non, c'est dur. Et c'est un travail qu'il faut faire par soi-même, qui est pas évident, de déconstruction et de se dire à un moment, bon, effectivement, ça tient sur rien, c'est débile, donc je zappe. Puis j'hésite pas à pleurer, le cas échéant, si ça vient à arriver, tu vois. Plein d'hommes souffrent de la société patriarcale, en fait. Et c'est pas, ils en tirent aucune gloire, ils sont malheureux. Bien sûr. Parce que qui dit putain pourquoi ça, vous dites ça, ça me gêne. Non, parce que c'est aussi. Bon, qu'on le dise, ça je m'en fous, mais c'est vrai que c'est difficile. Peut-être que j'aurais, bon là je suis un combattant plutôt qui a plutôt du succès en tant que combattant dans les cages, mais si moi je réussis, il y en a peut-être 20 000 qui ont échoué, quoi, qui ont fait tous ces sacrifices pour rien, qui ont essayé de se prouver qu'ils étaient des hommes et qui se sont pris des branlées. Donc c'est pas évident aussi d'être un homme. Oui. Mais tu as l'impression que justement le fait que ce soit un sport qui est perçu comme très violent, etc., ça en fait d'autant plus une discipline que viennent pratiquer des mecs qui cherchent leur identité, plus que par exemple des sports plus neutres comme je sais pas, le cyclisme, la course à pied. Non, on en parlait tout à l'heure en off. Il y a un peu de tout chez moi. Il y a une s'entraîner. Il y a des homosexuels. Oui, je me posais la question s'il y avait des combattants MMA homo. Il y a aussi des transgenres. Par pure recherche du CNRS. Hein, c'est vraiment pour les chiffres. Hein, c'est pas pour mon intérêt personnel. Et non seulement ce sport il est divertissant, mais c'est vrai qu'il, comme je vous ai dit tout à l'heure, il permet d'exacerber une certaine masculinité. On parlait tout à l'heure de la masculinité, de la testostérone, de la violence, tout ça et tout. Swan, tu as évoqué le désir. Il y a un débat en ce moment dont on entend énormément parler sur Internet, enfin, ça fait plusieurs mois. C'est le débat autour du body count et du nombre de partenaires sexuels qu'a eu une personne. Et
j'en viens à un truc qui est intéressant, c'est que la norme dans la société, c'est l'hétérosexualité. Donc la plupart des personnes sont hétéros, en tout cas disent être hétéros. Et donc il va y avoir un truc où un homme, pour être un homme, doit avoir couché avec un maximum de femmes. Et à l'inverse, une femme doit montrer sa valeur en ayant couché avec peu d'hommes. Ce qui évidemment crée un paradoxe et une difficulté pratique. Bien sûr. Mais oui, c'est impossible de régler ce truc de toute façon. Mais la question, c'est pourquoi cette pression sur les hommes concernant le sexe et le fait d'avoir une sexualité vigoureuse, et est-ce qu'on peut s'en affranchir? Parce que finalement, ce cliché comme quoi les hommes ont toujours envie, les hommes sont toujours motivés et tout, ça peut mener non seulement à un manque de confiance en soi et à des difficultés, à des moments où on se force à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais ça mène aussi à, par exemple, t'évoquais, Greg, des drames qui peuvent aussi arriver aux hommes. Dans le cadre des violences sexuelles et sexistes qui touchent les hommes, qui sont en majorité le fait d'hommes, mais à la fin, c'est quand même des hommes qui subissent des choses. Ils ont aussi du mal à en parler parce qu'il y a un tabou sur ça, puisqu'on considère qu'un homme a toujours envie. Oui, il y a beaucoup de sujets dans ce que tu viens d'évoquer. C'est des très longues questions que je fais aujourd'hui, j'avoue que je suis alors, compacte. Effectivement, moi qui suis un homme qui n'est pas porté énormément sur la sexualité, c'est vrai que parfois je peux être gêné vis-à-vis de mes partenaires parce qu'elles ont souvent plus envie de moi. En même temps, quand je me regarde, je comprends. Est-ce que quelqu'un confirme autour de la table? Je me tourne. Je vois pas du tout de quoi il va parler. Tu t'es jamais branlé devant un miroir, Greg? Bien sûr. Escalated quickly. Oh, tout de même, j'ai l'impression que vous arrivez à me choquer, moi. Je vous rappelle qu'il est presque 21h, on a le droit. Je suis celle qui suis le plus insultée par les masculins parce que je parle de mon nombre incontable de partenaires sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup d'humour sur mes vidéos aussi. Ah, faut que j'aille regarder. Et concernant le Bandicamp, là, il y a une espèce de théorie. Moi, je sais pas ce qu'elle vaut, mais bon, moi, dans ma tête, ça me paraît un peu logique qu'effectivement, la femme ne pouvant avoir qu'un enfant à la fois et que ça lui nécessite 9 mois, faut qu'elle sélectionne le partenaire. Donc, on se dit qu'une femme qui va, j'ai pas dit que je pensais ça, mais l'idée, c'est la femme qui va s'offrir à un maximum d'hommes ne va pas être à même de sélectionner le bon pour sa progéniture, alors que l'homme, lui, son idée, c'est de bourriner pour engendrer le maximum. Donc voilà. Oui, c'est même pas bourriner. Moi, ce qui me choque, et en fait, je me suis rendu compte. J'ai pas dit que c'est ce que je pense. Non, moi, ce qui me choque, et en fait, c'est un truc que j'ai toujours entendu autour de moi, notamment dans le Sud, mais c'est qu'en fait, les mots qui sont utilisés, même sur Twitter, les mecs qui sont là, ouais, une telle, je l'ai froissée, je l'ai bousillée, je l'ai souillée, je l'ai machin, et t'es là, genre, mais attendez, mais c'est du sexe ou de la bagarre, tu vois, t'es là. Non, parce que c'est le même vocabulaire, tu sais, je l'ai défoncé, je l'ai machin, je l'ai truc. Alors que les meufs, quand elles parlent d'avoir couché avec un mec, en général, elles vont dire, on a. Non, c'est très cru également. Mais oui, mais elles disent pas, je l'ai démonté, je l'ai cassé en deux, je l'ai machin. Si, j'ai des copines qui disent ça, moi. Ah ouais? Ah ouais, complètement. Et j'ai des partenaires sexuels qui me disent chiffonne-moi, défonce-moi, détruis-moi. Chiffonne-moi, mais c'est fou, si le tu veux, vocabulaire est on a le droit à tout, hein. Bien sûr. Parce que les femmes se confient plus à toi spontanément parce que t'es homosexuel et elles disent tiens, il dit que j'étais homosexuel. Ça se voit. Il se dit tiens, il est de ma bande. Ah ouais? Ah oui. Mais est-ce que les femmes ont moins de désir que les hommes? Je ne sais pas. Non, il faut regarder ma vidéo. Ah, toi, tes vidéos, c'est pas possible. Plus des désirs Elle a que écrit un spectacle et des vidéos. Si vous avez des vidéos, complètement à la fin de cette émission. Swan Périssé sur YouTube. 604 000 abonnés, mais si vous abonnez, il y en aura plus. Et pour le body count, je sais qu'à un moment, je faisais du chiffre exprès. Ah, tu couchais avec des filles exprès pour le monter, ouais. Ah, donc tu couches avec des filles? Avec quoi veux-tu? Je sais pas, moi. Je voudrais juste revenir les invités mal à l'aise. De te comprendre, j'ai du mal à te Moi, suivre, j'essaie là. de faire des blagues dessus. Parfois, je fais des vidéos où je raconte la semaine dernière, j'ai rencontré ce mec, il s'est passé ci. La semaine dernière, il s'est passé ça, j'ai rencontré ci. La semaine d'avant, il s'est passé ça, j'ai couché avec telle personne. Et parfois, je raconte comme si tout m'était arrivé la semaine d'avant, alors qu'en fait, je récapitule toutes mes conquêtes de l'année. Mais c'est pour la comédie et c'est aussi pour donner cette image qui est très subversive aujourd'hui de femmes qui assument sa sexualité. Pareil, j'arrive sur scène toujours avec des décolletés pas possibles, des jupes rouges en vinyle, des hauts léopards. Et quand j'arrive sur scène, je dis ça va, c'est pas too much. Vraiment, mon but, c'était d'être absolument discrète. Je déteste me faire remarquer. Et je sais que ça...
que ça empouvoire beaucoup de femmes et d'hommes, bien sûr, qui n'ont pas de problème avec leur masculinité et qui peuvent voir ça sans problème. Et je sais que ça rend fou beaucoup de mascus. Et en fait, ça crée des commentaires sous mes vidéos et donc ça les fait buzzer. Mais je sais que ça rend fou certains hommes et je trouve ça bien d'arriver d'avoir ce personnage, etc. Il y a une humoriste qui est exceptionnelle aussi qui s'appelle Ali Wong, qui est une femme qui a plein de specials, c'est-à-dire des spectacles d'1 heure sur Netflix. Je vous encourage vraiment à regarder le dernier qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Madame Wong ou je sais plus. Et en gros, elle raconte pendant 1 heure qu'elle rêve de tromper son mari. Et donc, n'importe qui, bien sûr, pourrait la traiter de vulgaire, de salope, etc. Mais en fait, elle explique que aujourd'hui, c'est une parole qui n'existe pas. Une femme humoriste qui arrive et qui dit « Je me fais chier avec mes enfants, je rêve de tromper mon mari parce que je gagne plus d'argent que lui, je suis plus connue que lui. » Et j'ai rencontré tous les mecs du business, des épisodes, tous les acteurs américains d'Hollywood, je les ai rencontrés la semaine dernière. « And I want them to come on my face. » Et c'est révolutionnaire, en fait, d'avoir une femme qui arrive et qui dit ça sur scène. Et donc, moi, je cultive ce personnage qui assume complètement sa sexualité, quitte à en faire trop regarde le succès de Samantha dans Sex and the City, je veux dire. Exactement, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Mais pour revenir sur cette question de l'homme et sa sexualité, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de plus, d'essentiel, justement, tu parlais d'instinct qui pousse à la violence, du moins à la testostérone. Est-ce que pour la sexualité, parce qu'on l'a vu, il y a des parallèles, c'est la même chose? Là, peut-être que tu vas peut-être me contredire encore, mais bon, j'avais vu des études où ils injectaient... je sais que j'ai des copains bodybuilders, ils s'injectent de la testostérone, et quand ils s'en injectent, c'est des machines, ils veulent tout le temps niquer. Ah ouais. C'est ce qui va t'arriver, toi, quand tu vas commencer. J'ai pas besoin de m'injecter de testostérone pour avoir tout le temps envie de baiser. Et ensuite, quand ils s'en injectent trop, le surplus de testostérone devient de l'ostrogène. Ah ouais, c'est ça. À cause de ils commencent à avoir des seins. L'aromatisation. Voilà. Donc voilà, ils ont des petits seins qui poussent. Et là, ils commencent à chialer tout le temps, à avoir des comportements dits féminins. Greg is not holding back. Et t'as des petits seins, Greg, ou pas alors? Des gros boobs. Des gros. Tu chiales tout le temps. N'importe où. Mais en tout cas, moi, je trouve dans la sexualité gay, on l'a souvent stigmatisé, on l'a souvent pensé. Ah non, vous êtes chauds, les mecs. Et voilà, alors c'est un hétéro qui va m'expliquer ma sexualité. Mais je connais le milieu, hein. Moi aussi, crois-moi. C'est ça dont on disait les hommes blancs, ils ont toujours quelque chose à dire hétérosexuel. Tu viens d'en être. Tu vas m'expliquer ma propre sexualité. Je suis allé au raid de temps en temps, bonjour. De comment? Je suis allé au Red Bar de temps en temps, bonjour. Oui, d'accord. Ça s'arrête quand cette émission? En tout cas, moi, ma sexualité que je vis tous les jours et pas uniquement quand je vais dans un lieu gay, on l'a souvent fantasmé, on a souvent, la preuve encore sur le plateau, on a souvent pensé qu'on avait des sexualités débridées, incroyables, qu'on pensait cocu. Et moi, en tout cas, dans ce que je vis, pas du tout. On a une sexualité normale qui est peut-être, comme elle s'est développée en dehors de la norme, une sexualité où on a moins de barrières, mais parce qu'on n'a jamais fait partie des clous. Donc on nous a jamais. Il n'y avait pas de normes de toute façon. Il n'y avait pas de normes, donc on les a définies nous-mêmes, nos normes. Et tu en parles sur scène aussi. Et j'en parle sur scène dans le spectacle. Et je trouve que c'est important de décortiquer la sexualité homo à la lumière de la sexualité hétéro, et que je pense que si les deux sexualités s'étaient développées toutes les deux sans barrières et sans normes, elles se ressembleraient beaucoup plus. Et elles ne seraient pas si différentes. Et il y aurait des hommes qui ont envie de coucher souvent, mais parce que c'est des hommes, pas parce que c'est des hommes homo. Il y aurait des hommes qui n'ont pas envie de coucher parce que c'est des hommes. Enfin, tu vois, il y aurait une multiplicité et on dirait pas. Grèce antique, peut-être. Comment? Un peu plus pendant la Grèce antique. Peut-être, ouais. J'étais pas là pour voir. Et je trouve qu'on a vachement un fantasme aussi de la Grèce antique, de ce qui s'y passait. Mais c'est aussi beaucoup c'était un système ultra oppressif, la Grèce antique, avec les esclaves et les maîtres. L'éducation, les esclaves ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Et tu vois, donc. Mais on va revenir sur toute cette question des relations des hommes entre eux, pas forcément amoureuses / sexuelles, mais en tout cas le lien aux autres hommes. Et nous poursuivons cette discussion sur ce que c'est qu'être un homme. Je peux plus que cette émission, je veux sortir, laissez-moi sortir. Avec Romain qui est obligé de rester puisqu'il va nous faire un live à la fin, donc il y a un peu cette carotte. Greg, arrête, je veux pas tes bisous, mais laisse-moi tranquille. Donc Romain Bro, Greg MMA, Swan Périssé et j'essaie pour parler de ce que c'est qu'être un homme. Et Greg propose à Romain d'enlever son pull, je comprends
comprends plus ce qui se J'en passe. veux plus, venez me sauver. C'est cette émission n'a plus grand sens. Cette émission part complètement en live. J'ai l'impression d'être Pascal Pro quand je fais ça. Non, mais Et cette vas-y, émission champagne. est inaudible. Non, je voulais parler de l'amitié entre hommes. Comment ça se génère? Parce que j'ai très souvent observé un truc où les hommes, quand ils se connaissent pas, ils savent pas trop. Les filles, en général, on arrive, on se parle de nos traumas au bout de 5 minutes et ça crée des liens assez forts. Hein. Oh, les clichés. Oui, oui. Non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Et les mecs, il y a un sujet d'entrée qui est assez facile, c'est le foot en général, ça peut créer un petit sujet. Mais quand t'as pas tous ces sujets clichés, de quel sujet tu parles quand tu tombes justement sur un mec cliché avec qui tu dois un peu sympathiser? Tu veux dire, par exemple, si dans la rue je tombais sur Greg, qu'est-ce que je lui dirais? Excusez-moi, De quoi on mademoiselle. parlerait? De quoi on parlerait? À part mon numéro de téléphone. Je dirais, wesh ma gueule, ça va, bien. Et je sais pas, je pense qu'on parlerait pas de foot parce que moi vraiment j'ai jamais eu ces sujets-là avec tous mes potes garçons, tant hétéros pour le coup que homo. Mais en fait souvent c'est la séduction qui vient, pas de la séduction entre les deux personnes qui se rencontrent, mais tu parles de tes dates, tu parles de ta vie sentimentale. Avec mes copains homo et mes copains hétéros, eux ils me parlent de leurs meufs, ils me parlent des dates qu'ils font, des petites go qu'ils ont sous le capot, t'as compris. Et puis mes potes homo, des mecs avec qui on baise, avec qui on a envie Apparemment, d'avoir tous tes des copains histoires. hétéros ont Tout de suite un la baise. mauvais accent racaille. Ouais, je fais tout le temps l'hétéro pareil. D'accord. Faudrait peut-être que je C'est revoie. incroyable. Faudrait peut-être que je vois une vidéo de Swan où elle l'explique Ah, comment dis-le. justement les hétéros parlent. Tu vas te faire Ça Swan- fait Swan- 600 000 vues. Tu vas te faire Et voilà, swansplainer. elle nous le conseille. Plus si vous ajoutez. Non, mais en tout cas, je trouve que l'amitié homme-homo et l'amitié un homme hétéro, un homme homo. Je peux pas parler de l'amitié de deux hommes hétéros parce que je la connais pas. Mais Écoute, tu as fait un effort. Hein. ouais, non, mais je vais essayer de pas parler pour ce que je ne suis pas. Ah, mais Mais, bien sûr. mais en tout cas, les sujets qui reviennent souvent, c'est souvent on parle de nos vies sentimentales et j'ai l'impression que c'est un sujet un peu universel aussi dans les amitiés féminines, qu'elles soient homo ou hétéro. Mais c'est vrai que c'est intéressant de. Est-ce que vous, les hommes hétéros, quand vous êtes amis, est-ce que vous parlez de vos sentiments? Est-ce que vous ouvrez facilement l'un à l'autre? Ou est-ce que c'est plutôt des sujets qui sont triviaux on a dit de foot? Est-ce qu'on peut sortir du carré magique sport, bagarre, Ouais. alcool, meuf? Alors déjà, juste parce que je vais faire mon relou encore, mais parfois, il y a des clichés, vous fustigez, et d'autres clichés, ça passe. Comme, Mais non, comme quoi? non, j'ai pas Non, mais fini. là, dans cette émission, je fais exprès d'aller dans les clichés pour justement qu'on voit s'ils sont. Ah, c'est pas vrai. Non, tu m'étonnes. Et là, Oh. c'est pareil. Et là, Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pour Qu'est-ce que j'ai dit? l'accent Les meufs, on parle de racaille, il a fait un accent et toi, Oui, on t'as a dit. fait une blague dessus, donc C'est on est un pas- accent de racaille, Oui. tu vois. Donc c'est un cliché aussi. Oui, mais on fait des blagues dessus, tu vois. Ah non, non, mais bon, on a compris. Hein. Donc, Moi, j'adore là, briser je la pense que ça glace aborde- socialement en Réponds-nous. rigolant de moi-même. Mais là, je vais C'est répondre. mon truc Ouais. pour. Mais pour- il y a des clichés comme Greg, ça. c'est à moi de parler. Ah bon, pardon. J'ai appuyé sur le bouton. Non, moi je disais pour casser la glace parce que je trouve que socialement parlant, on arrive et des gens comme moi par exemple qui sont un petit peu bruyants visuellement, les cheveux, les looks, ça peut parfois déranger, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. J'aime bien rigoler de moi-même en mode je fais des blagues sur moi, j'essaie d'être un peu maladroit, de faire des trucs un peu bêtes pour faire rire les gens et pour qu'on arrive à tisser des liens et voir un petit peu quelle est la personne avec le plus d'humour, avec le plus d'esprit pour qu'on puisse tisser des liens. Là personnellement c'est vraiment un truc à moi. J'adore les gens, j'adore à chaque fois rencontrer des gens nouveaux, arriver dans des fêtes où je connais personne, ça m'excite. Je suis je suis un petit peu le poisson qui va nager vers tout le monde et j'aime bien rigoler. Enfin, c'est très important pour moi de rigoler, donc j'essaye toujours de faire des blagues sur moi-même pour dédramatiser la personne que je suis, pour mettre les gens à l'aise et puis pour en fait vraiment tisser ces liens-là. Voilà, Mais je sais pas si tu es d'accord avec ça, Romain, mais j'ai l'impression que l'humour chez les personnes qui ont été harcelées ou qui ont vécu une oppression active, et toi aussi, Swan, en étant une femme, on l'a développé comme un moyen justement pour faire créer du lien pour pas qu'on soit agressé justement en disant hey, regarde je suis drôle me tape pas, enfin tu sais il y a un bien truc sûr, un peu comme ça. comme Swan le disait tout Et à l'heure, on en a des vestiges j'en crée aujourd'hui de la comédie quoi. Ouais, Bien on en sûr. a des vestiges aujourd'hui qui fait que l'humour, je suis complètement on d'accord avec toi. dédramatise tout C'est quoi. un des premiers trucs que je fais aussi, même quand je connais pas les gens, de l'humour, une blague, un truc pour dire hey, on est amis, me frappe pas. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et c'est con, hein, tu vois, parce que parfois je peux m'appeler le PD ou le Trave pour donner des clés de dédramatisation Ouais, aux bien gens, sûr. en mode c'est bon, je sais qui je suis, je sais ce que je représente à vos yeux, on peut passer à autre chose et on va parler de choses intéressantes maintenant. Et... Mais- Est-ce que c'est aussi, tu te dis, du coup, moi, ce que je dis, on m'attaquera pas là-dessus, puisque de toute façon, je l'ai déjà dit. donc, Voilà, Ouais, ça bien sûr. c'est vraiment désamorcer toute arme l'arme qui potentielle. est en face de toi. Ça Mais c'est un peu une technique. Hein. Mais c'est pernicieux parce que Je sais, tout à l'heure tu disais, aujourd'hui j'ai l'impression que de toute façon ça
je m'enlèverai jamais du regard des autres, des agressions, des schémas de l'enfance. Moi, personnellement, c'est l'inverse. Tu vois, j'ai décidé à partir de 25 ans, je pense, j'ai mis tout derrière moi. J'avais l'impression que j'allais devenir Beyoncé et que j'allais être une bombe et que j'allais mettre tous les gens cons derrière moi et que j'allais pas les avoir dans mon champ de vision. Je l'ai décidé. Et tu vois, je fais sur Néon Magazine, je fais l'agenda de la semaine. C'est un truc qui raconte le clubbing dans le milieu queer. Une rubrique chambée. Une rubrique qui est géniale. Je vous invite à me suivre pour ça. Et si tu veux, je fais chez moi. Bon, j'habite dans le Marais et je vais à Gennevilliers. Je prends la ligne 3 et après la ligne 13. Je suis maquillé comme un camion volé. J'y vais sans lunettes de soleil. Je suis vraiment maquillé, mais vraiment à la truelle. Genre pire que Swan. Pire que Swan. Okay. Vraiment Swan, c'est rien à côté de moi. Et je suis en survêtement et maquillé vraiment vénère. Et je traverse tout Paris et j'arrive à Gennevilliers et je suis là en train de siffloter avec mon Ariana Grande dans les oreilles. Et je débarque dans les studios de films et je fais mon truc et je n'ai jamais une remarque ni un regard. Bravo, parce que j'ai décidé que je n'en aurais pas. Et si j'en ai, je ne le vois pas. Et ça me permet d'avancer, d'être heureux et d'être vraiment dans le côté lumineux de ma personne. Quoi. Et moi, je veux que Greg nous dise comment on parle entre deux copains. Ah ouais. Entre frérots. Ils me regardent tous d'un coup. Bah oui, c'est le seul témoignage d'un hétéro qu'on peut avoir autour de la table. Je veux dire, Bah non, on y a tous répondu. Oui, mais mal. Mais il va choisir nos réponses maintenant. La question, l'humour. Tout ce contre Greg. Taquine. Non, je sais pas de quoi on parle. Bah, des gens. Non, on va parler du boulot, quoi. De toute façon, moi, c'est facile. Parce que les gens, entre guillemets, me reconnaissent. Il y a toujours un dans le lot qui me connaît, donc on va parler de ce que je fais, et puis de l'actualité du MMA, et de ce sport. Est-ce que c'est violent ? Est-ce que tu as déjà pris des coups ? Est-ce que tu as déjà cassé des trucs ? Donc voilà, ça vient naturellement et facilement. Mais entre tes amis profonds, pas juste les gens que tu rencontres pour la première fois. Les amis profonds, on parle de choses un peu plus profondes, forcément. Mais comment tu tisses des liens avec quelqu'un que tu connais pas et t'arrives à un apéro et t'as un mec qui te connaît pas. Qui te connaît parce pas. qu'il y a plein de gens, moi, dans mon milieu, tout comme toi dans ton milieu, qui me connaîtront pas et moi qui te connais. Vous voulez que je vous le dise, je suis misanthrope, j'aime pas trop les gens. Ok. Au moins, c'est réglé. Tu sais pour ça que tu les frappes parce que tu les frappes dans une cage. parce que regarde tous les cons là qui te cassent les couilles, qui t'ont cassé les couilles. Et ben ces gens-là, tu vois, je les aime pas. Et tous les gens qui cassent les noisettes sur internet, qui t'envoient des messages, des haters et tout ça, et j'en reçois, je les aime pas non plus. Et en fait, après, on a beaucoup un de Greg haters derrière soi tout le temps qui est là pour casser la gueule des gens. Et on a une propension à généraliser à ce qu'on subit tous les jours. Et je sais que c'est pas vrai, mais je me dis ah putain, l'être humain, franchement, il a pas de cerveau, c'est pas possible de penser des choses comme ça ou de discriminer quelqu'un parce qu'il est comme ci ou comme ça. Je comprends pas parfois l'humain. Donc voilà, je suis un petit peu misanthrope, mais sinon, je peux avoir une discussion de la vie de tous les jours sur la météo, ça sera très facile. Et on a beaucoup discuté de ce que c'était qu'être un homme et des difficultés un peu qu'il peut y avoir à incarner ce truc qui n'existe pas vraiment, en fait, totalement. Est-ce que vous trouvez que ça évolue actuellement, même la façon, justement, dont les hommes... Là, je vais me prendre un regard terrible depuis la droite de ce plateau, mais dans la façon dont les hommes qui sont dominants, les hommes blancs, bourgeois, hétéros, tout ce qu'on disait au début, est-ce que c'est en train d'évoluer sur la façon dont ils peuvent asseoir une espèce de supériorité dans la société ? Bah, ça change, j'ai l'impression, mais grâce au combat féministe, grâce au combat des marges, en fait, qui vont essayer de faire bouger la périphérie et le centre. Mais d'eux-mêmes, ça change pas. Hein. C'est pas un changement qui s'opère depuis le centre. C'est un changement qui s'opère parce que les marges en ont marre et elles sont de plus en plus vocales et qu'il y a des combats qui sont parfois violents. Mais moi, je suis persuadé que toute révolution passe par la violence et qu'on a besoin de se bouger et d'être un peu violent pour qu'on nous écoute et après on se calmera. Et il y a une recherche qui a été visibilisée par le média Urbania qui m'a beaucoup inquiétée, moi, c'est qu'il y avait de plus en plus de séparation en fait, entre les opinions des femmes et des hommes, surtout chez les jeunes, et qu'en fait les femmes devenaient de plus en plus avec des idées libérales sur la société, pas économiques, mais progressistes. Ouais, progressistes, exactement, c'était le terme qui était utilisé. Et les hommes devenaient de plus en plus d'extrême droite, notamment chez les 18-25 ans et les 25-34, ce qui pour moi est terrifiant. Et donc je pense qu'il faut toujours se ramener aux chiffres et faire attention aux algorithmes, parce que moi je suis féministe, je suis écolo, donc j'ai l'impression que tout le monde est féministe et écolo autour de moi,
parce que les réseaux sociaux me montrent ça, parce que les réseaux sociaux ont bien compris les sujets qui m'intéressaient. Et en réalité, il y a quand même une grosse séparation qui se crée de plus en plus. Et la montée de l'extrême droite en France et en Europe en général est un vrai danger, une vraie menace. Quand on regarde les podcasts qui sont les plus écoutés, c'est des podcasts de masculinistes qui disent que les femmes qui ont couché avec trop d'hommes ne sont pas fréquentables, etc. Donc il faut quand même faire super attention entre nos impressions, nos sentiments et la réalité. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a une différence maintenant parce que les violences sexistes et sexuelles sont beaucoup plus visibilisées. On peut le voir avec Seb Melia, par exemple, qui est un humoriste qui a été accusé d'agression sexuelle. Aujourd'hui, il y a des théâtres qui l'ont déprogrammé parce que justement, il y a des spectatrices qui trouvent ça inadmissible parce qu'il y a eu 40 témoignages d'agression sexuelle et de viol qui sont remontés aux yeux de la presse et d'une humoriste notamment. Voilà, donc aujourd'hui, ça a changé dans le sens où il y a de plus en plus de visibilisation. Grâce aux réseaux sociaux aussi. Grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de comportements qui sont pointés du doigt, mais il faut quand même faire attention au final. Est-ce que ça divise pas? Est-ce que ça écarte pas les gens? J'ai pas d'opinion là-dessus. Mais je trouve que les violences sexistes et sexuelles sont plus condamnées et je trouve ça très bien. Ce que certaines personnes appellent le tribunal médiatique. Est-ce que c'est pas une voie qui essaye de sortir finalement? Romain, toi, concernant le fait que les identités qui ne sont pas dans la norme exacte de ce qu'on attend d'un homme, d'une femme, est-ce que tu as l'impression que ça évolue, la tranquillité qu'on peut avoir à évoluer, en tout cas dans une de ces identités? Elle évolue, elle est fascinante. Moi, je sais très bien que quand j'ai commencé chez Madame Arthur, j'ai commencé à regarder beaucoup de documentaires et je parle de ça dans les années 40-50 et il y avait tous ces pères de famille qui étaient travestis chez Madame Arthur et qui venaient secrètement le soir s'habiller en femme, chanter des petites chansons et repartaient dans leur vie normale, entre guillemets, tu vois, avec leurs femmes et leurs enfants. C'était une incursion dans... Et moi, j'adore penser que peut-être ces hommes-là, 1 sur 2, ou j'en sais rien des tout, on s'en fiche, mais peut-être qu'un de ces hommes était vraiment hétéro et avait beaucoup de plaisir à s'habiller en femme. Moi, au spectacle, vu que je suis travesti, j'ai beaucoup de couples qui viennent avec monsieur habillé en femme et madame qui est très fière de voir son mari en femme. Et ils viennent main dans la main, très amoureux. Ils ont une vie, j'imagine, très épanouie parce qu'ils sont très beaux ensemble. Et j'aime beaucoup voir tout ça, en fait. Et je me dis, c'est extraordinaire parce que quand même, dans les années 40, la police arrêtait les hommes qui étaient habillés en femmes. On a fait d'énormes progrès dans la loi. Et il y a beaucoup de choses qui va vers le soleil et ça c'est encourageant. Et aujourd'hui, j'aime croire que d'année en année, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on puisse être de plus en plus libre et de plus en plus soi-même. Et rien que le fait qu'on puisse déjà en parler à la radio ce soir, ça prouve aussi qu'on va vers le plus beau. Et moi, je suis de nature à être très positif. Donc j'aime faire du bruit, j'aime être agressif et j'aime faire de la violence quand il en faut à ma manière. Mais je crois aussi en l'humanité. Je pense qu'on va vraiment vers des choses plus flexibles, dirons-nous. Et c'est grâce à des artistes comme nous aujourd'hui aussi, parce qu'on en parle, on fait des spectacles et on écrit nos aventures aux yeux du monde. Et ça aide à trouver des repères et à mieux en parler. Mais en tout cas, la bataille est loin d'être finie et on a le privilège d'être à Paris, dans une grande ville, avec des communautés qui sont fortes autour de nous. Mais je pense qu'il faut vraiment penser à ceux qui sont seuls dans des petits villages et qui n'arrivent pas à prendre la parole, même vis-à-vis d'eux-mêmes, devant le miroir. Et c'est pour ça que la radio est importante, parce que à l'heure où on parle, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans nos discussions et qui, j'espère, ont de l'encouragement vis-à-vis de nous et qui se sentent accompagnés. Donc un petit moment pour vous, vraiment soyez vous-même et allez-y à fond et n'ayez pas peur des autres. Et si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, peut-être prenez une petite valise et allez dans des endroits où vous serez plus à l'aise. Mais en tout cas, il faut s'engager avec soi-même. Romain, le changement et la force et l'humanité par l'art. Ce soir, tu nous fais la surprise de chanter 2 titres dans cette fin d'émission. Oui. Les 2 titres, c'est Suzanne et Brûlez-moi. Suzanne, je suis très content que Jessé puisse l'entendre, parce que je pense que ton spectacle aussi parle de tes péripéties en tant qu'enfant. Suzanne, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais enfant. C'était marqué sur les bus qui m'accompagnaient à la piscine, les cars Suzanne. Et c'était des bus blancs et bleus, et il y avait des profils de jeunes femmes avec les cheveux en l'air. Et les garçons disaient regardez, c'est une fille sur le bus, c'est Romain, on va l'appeler Suzanne. Et pendant des années, on m'a appelé Suzanne. Donc on en a fait une chanson. Et la deuxième chanson s'appelle Brûlez-moi. C'est une ode à la sorcellerie, aux rousses. Donc ça va encore te parler, mais si tu veux, je pense que c'est intéressant aussi c'est un peu provoquant. Brûlez-moi, comme si vous alliez peut-être un jour y arriver, mais on sait très bien que vous y arriverez jamais. Donc voilà.
Et tout de suite, Romain Bro, que vous avez pu entendre à travers cette émission, va nous interpréter 2 titres. Suzanne, suivi de Brûlez-moi. Romain, c'est à toi. Allez, sortez les briquets, le pétrole et l'alcool, craquez les allumettes. Allumez le lance-flamme, larguez même le napalm, décollez la comète. Montez le thermostat au feu, la fashionista, la putain, la vedette. Va chercher les jerrycans, on s'en va brûler la Suzanne, ça va être notre fête. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi pour tout ce que je peux être. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi comme vous brûliez mes ancêtres. Embrassez les brasiers, titillez les tisonniers, appelez les pyromanes. Jetez les braises aux plus belles, versez les gerbes d'étincelles, faites couler l'obsidiane. Incendiez les étoffes, buvons cocktail Molotov, finifugez la cabane. Foutez le feu à la mèche, laissez se consumer la flèche, je serai belle comme Notre-Dame. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi pour tout ce que je peux être. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi comme vous brûliez mes ancêtres. Tant mieux si on me montre du doigt. C'est parce que je montre le chemin. Quand on me regarde, on dit c'est quoi? Je réponds que je suis demain. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi pour tout ce que je peux être. Oh brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi comme vous brûliez mes ancêtres. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt et parce que j'ai jamais eu froid. Brûlez-moi pour tout ce que je peux être. Dans la cour de l'école, j'étais le condamné. En plein cœur de l'enfance, on me déshabillait. J'excitais les regards comme on mate un objet. Il changeait mon prénom pour mieux m'assassiner. Est-ce ma chevelure rousse comme la flamme des damnés? Jambes folles comme de grands escaliers sur lesquels je courais sans pouvoir m'échapper. Il m'appelait Suzanne comme s'il me
m'appelait Suzanne. Comme on pique une poupée, il m'appelait Suzanne. Comme on file un coup de pied, il m'appelait Suzanne. Non, je n'ai pas oublié. Ma tête comme un arbre qui a poussé de côté, a fait fleurir des rêves, des fleurs où je suis né. Mes ronces et mes épines, j'en ai fait des colliers. J'ai tatoué sous ma peau des scarabées dorés. L'amour est mon empire romain, roman inachevé, que j'écris en lettres de sang sur du papier glacé, dont je tourne les pages comme autant de bracelets. Il m'appelait Suzanne, comme s'il me giflait. Il m'appelait Suzanne, comme on pique une poupée. Il m'appelait Suzanne, comme on file un coup de pied. Il m'appelait Suzanne. Non, je n'ai pas oublié. Dans la peau d'une fille, ils voulaient m'enfermer. Je n'ai jamais compris où est-ce qu'ils avaient trouvé un si joli prénom pour voir ma tête tomber. Oui, c'est vrai, sur les bus bleus et blancs, c'était marqué Suzanne. J'avais 8 ans et demi, j'ai pas oublié. J'aurais pu en mourir de ne pas être aimé. Il m'appelait Suzanne, comme s'il me giflait. Il m'appelait Suzanne, comme on pique une poupée. Il m'appelait Suzanne, comme on file un coup de pied. Il m'appelait Suzanne. Non, je n'ai pas oublié. Et tout de suite, ça va être l'heure du mot de la fin, parce que ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes ensemble. Oui, le tunnel, on est bien passé sous le tunnel. Je voulais terminer en vous demandant qu'est-ce que c'est qu'être un homme, mais en fait, je préfère encore aller sur une autre question. Chacun et chacune votre tour. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un ado ou à un jeune qui se questionne sur sa vie en général, sur sa place dans ce monde? Eh ben moi, je dirais à ce petit jeune qui ne doit pas trop se poser de questions, qu'il faut qu'il fasse ce qu'il aime, qu'il se donne à fond, le travail et surtout la bienveillance envers les autres, parce qu'on a tous nos problèmes et si on veut que ce monde soit meilleur, il faut qu'on les résolve ensemble. Donc voilà, ça fait très Miss France. Et moi, je crois à la bienveillance et à la dérision. Donc voilà, faut qu'il bosse ce petit jeune et un jour toutes ces questions existentielles ou métaphysiques disparaîtront d'elles-mêmes. Romain, toi, t'aurais un conseil ?
J'ai envie de lui dire qu'il a de la chance parce que déjà on est dans un monde où il y a beaucoup plus de références, beaucoup plus de définitions aujourd'hui, donc peut-être que c'est aussi à lui aussi de créer de nouvelles définitions et de nouvelles références s'il a envie de créer sa propre personnalité et d'être lui-même, de pas trop écouter les autres, de vraiment foncer, d'être dans le tunnel, le bon, et d'aller là où il faut et vraiment de parler de manière très, très simple avec ses amis, sa famille, de toujours être dans la transparence et la communication et de se renseigner, d'être curieux, de chanter, de danser un peu partout et de répandre sa belle personnalité partout où il va. Swan, un conseil? Je lui dirais déjà que nous sommes désolés de lui laisser une planète pas très propre et un monde violent. Donc vraiment, je voudrais lui dire qu'on est désolé et que tout ce qui brûle aujourd'hui brûlera moins et aura moins d'importance plus tard et qu'il faut s'accrocher à cette idée-là. Et Jessé, enfin, un petit conseil? Un conseil pour un ado qui nous écoute. Fais-toi confiance, tu te suffis. Et parfois, c'est dur l'école et ça passe. Et la vie en dehors de l'école ne reflètera pas forcément ça. Vis selon ta propre vérité et rappelle pas trop tes ex. Ah, un conseil très précis. C'est un message. Et surtout pas après 3h du matin, parce que ça ne marche jamais. Mais essayez d'être au lit après 3h du matin. Greg, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont tes actus actuelles ou prochaines? J'ai entendu qu'il y avait un petit combat début juin. Si vous voulez déjà m'envoyer un message d'amour, c'est sur Instagram Greg MMA. Ok, c'est noté. Les autres messages, je les lis aussi, mais je les réponds J'essaie pas de t'écrire toujours. après 3h du matin, c'est ça le problème. Et si vous voulez de la bonne masculinité toxique, vous venez le 2 juin au Zénith de Paris. Mais de la on basse sera là, avec Mais il faut que tu gagnes si on vient du coup. avec Mais Swan, on je sera vais là. gagner, c'est sûr. Surtout si vous êtes là pour m'encourager. Ah ouais. Ouais. Donc je vais casser une gueule pour de l'argent. C'est parfait. L'enfer. Romain, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes prochaines actus? Est-ce que tu vas casser une gueule pour de l'argent? Non, mais venez me casser la gueule si vous voulez, vous n'y arriverez pas. De toute façon, vous pouvez toujours essayer. Je vous attends chez Madame Arthur. En ce moment, j'ai mon seul en scène. Ça va évoluer. C'était les jeudis, vendredis pour jusqu'à maintenant. Mais là, je pense qu'on va avoir plein de nouvelles dates. Donc, regardez bien le site de Madame Arthur. Le spectacle s'appelle Romain Bro, tout simplement. Et je sors Brûlez-moi début juin. Normalement, Fais-moi un dessert est sorti en avril. Donc, je vous invite à l'écouter. Suzanne est déjà sur les plateformes depuis un petit moment. Et il y en a plein de nouvelles chansons qui arrivent avec l'album au mois de septembre. Donc, voilà. Merci beaucoup, Romain. Swan, Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver moi, je joue donc au théâtre Édouard VII les mardis et mercredis à 19h à Paris, de septembre à décembre 2024. Et je suis en tournée dans toute la France en avril, mai, juin. La plupart des dates sont complètes, mais je reprends une tournée en janvier 2025. Mais donc, quel si c'est complet succès! dans votre Mais oui. vie, n'hésitez pas à regarder. Je vais faire des grandes salles en janvier 2025. Et gros bisous. Bravo, Trop Swan. bien. À Trop bientôt. bien. Merci beaucoup. Moi, je suis le premier fan de Swan. Et, je fais Fan ses de premières Swan. parties. Ouais, c'est vrai. C'est ses actus du coup. Je dans suis ce- fan de ça. non, c'est Et ça. maintenant, J'adore. de C'était Greg move, aussi. bravo! Alors moi, je suis en tournée en ce moment jusqu'à début juin partout en France. Donc vous pouvez me voir près de chez vous. Et également, je reprends le spectacle Message personnel en septembre à la rentrée dans une salle parisienne. On n'a pas encore annoncé la salle. Et voilà. Et mon premier passage Montreux vient de sortir. Alors allez le regarder sur YouTube. Il est tout frais. Ça fait 1 an et demi qu'on a travaillé dessus. J'espère qu'il plaira aux gens. Mais je vous remercie vraiment, vous quatre. Et toi, d'être- Anna, c'est quoi Ouais. Rien. tes actualités? Souffler un petit peu, on espère. Allez. Ce Je serait te bien, souhaite quoi. plein de repos et d'appétit. Ouais. Ce serait bien ça comme actualité. trouver Merci pour l'homme l'invitation, en de tout tes cas, rêves. c'était super. Mais avec plaisir, j'étais très contente de vous recevoir. Ah, c'était le thème. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés.